Donc, bienvenue à tous. Merci pour votre présence ce soir nombreuse pour accueillir nos élus que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Un mot avant de vous présenter. Cabia propose chaque premier mardi du mois, pour ceux qui ne le savent pas, les mardis de l'ESS qui ont pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à l'intérêt de cette économie sociale et solidaire dans de multiples champs et de faire connaître les belles initiatives que nous avons sur notre territoire. Lors de ces soirées, nous nous plaisons à faire connaître, à encourager les coopérations entre les structures de l'ESS et à soutenir les organisations. Bien souvent, les structures ont besoin de visibilité, de soutien humain et aussi de moyens matériels et financiers. Nous tentons aussi de les aider lorsqu'elles expriment un besoin et de favoriser les dons vers des associations qui œuvrent ici et que l'on peut donc suivre plus facilement et que les grandes centrales nationales. Donc nous approchons de la fin d'année et depuis quelque temps, je ne cesse de le répéter pour que les gens n'oublient pas que les dons de fin d'année, qui sont toujours plus nombreux, puissent venir vers des structures de notre territoire. Au fil des années, nous nous sommes rendus compte de l'importance de faire des ponts entre les différentes entreprises de l'ESS, quel que soit leur statut juridique, et nous en sommes toujours très heureux. Il y a eu des belles rencontres dans cette maison. Cet aparté étant fait, novembre, c'est le mois traditionnellement de l'économie sociale et solidaire. Nous avions l'habitude, et certains s'en souviennent, de faire de belles fêtes, des semaines entières ou des conférences, débats dans l'intérieur du Pays Basque. Malheureusement, nos finances ne nous le permettent plus, donc on s'est dit, l'idée a germé d'inviter nos élus en charge de l'ESS pour qu'ils nous livrent leur regard sur l'avenir de cette économie en Pays Basque, leur vision, leurs projets. Alors seront présentés ce soir de multiples champs de l'ESS allant de l'agriculture à la recyclerie, en passant par le développement économique, la culture, le social, l'emploi, et j'en passe. Mais je n'oublie pas les porteurs de projets. Ils sont également là pour certains. Tous auront l'occasion de prendre la parole durant le débat. Donc si vous en êtes d'accord, notre soirée sera en 3 temps. Tout d'abord, nos élus vont s'exprimer et nous noterons nos questions pour le second temps, celui du débat, et enfin un troisième temps. Et là, je me tourne vers la visio avec toutes nos excuses. Le troisième temps est toujours le temps du partage devant un pot de l'amitié. Voilà. Donc, en vous remerciant encore une fois, je vais présenter donc Monia Even Matteo, qui est conseillère départementale déléguée à l'économie sociale et solidaire, entre autres, déléguée à l'égalité femmes-hommes et qui est adjointe au maire de Beaucourt. Maïtena Kuruchet, qui est conseillère communautaire, déléguée à l'économie sociale et solidaire, et adjointe au maire d'Arcang. Et Mathieu Kaiser, qui est élu communautaire, adjoint au maire de Biarritz, et délégué à l'environnement et à la... et à l'économie sociale et solidaire. Voilà, 3 petits points. Alors, vous remarquerez quand même que nos élus à l'ESS ont en commun leur initiale. Monia, Mathieu, Maïtena. Donc, est-ce à dire que pour être élu à l'ESS, il faut avoir un M dans son prénom? Je vous laisse. Ouais. C'est une petite boutade. Monia, donc, d'abord, le premier séminaire ESS et territoires organisé en Pyrénées-Atlantiques a eu lieu à Pau, le 28 septembre, avec en point d'ordre la feuille de route du département en faveur de l'ESS. Peux-tu nous en dire un peu le contenu? De la feuille de route? Oui, ou de la vision du département sur l'ESS. Comme tu veux. Et on a le PowerPoint si ça t'aide. Oui, si vous voulez regarder le. Peux... Après, il est en synthétique, dans le sens Oui. où il y a vraiment 3 axes. Le département souhaite travailler sur 3 axes. C'était promouvoir l'ESS, dans le sens où on sait qu'il y a besoin de communiquer beaucoup et d'apprivoiser autant les élus que les techniciens au niveau du vocabulaire et qu'est-ce que c'est l'ESS. Et ensuite, après, c'était accompagner toutes les structures qui sont les France Active, toutes les associations pour accompagner financièrement. Et ensuite, après, soutenir l'innovation sociale. Et là, c'est quand on participe à aider les associations qui ont des projets, qui veulent développer des innovations. Donc là, on a un comité jury et on sélectionne. Aïma a été lauréat. Puis Cyclope vient d'être lauréat sur les derniers suivants. Voilà.
Bravo. Et donc, oui, merci. Donc là, pour promouvoir l'ESS, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait développer un panorama de l'ESS. On s'est rapproché de la CRES. Et au niveau du département, on a beaucoup donné aussi. On a fait aussi appel à Cabia pour participer à ce panorama afin d'analyser. C'était une demande des élus, parce qu'on a fait un séminaire et les élus aussi ont besoin de connaître l'activité ESS du département. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, que le département avait une vision plus générale et pouvait être amené à porter ce panorama de l'ESS. Ensuite, après, les objectifs. Oui, voilà, ça c'est l'accompagnement et promouvoir et utiliser les services des associations qui sont déjà très implantées sur le territoire, comme Cabia, qui peut aussi avoir des initiatives de développer. Créer un prix départemental, ça ce sont des objectifs, on n'a pas encore mis en place. Mais parce que on va y travailler sûrement l'année prochaine par rapport au fait que vous savez bien qu'il y a des restrictions budgétaires et vous savez bien que il faut travailler sur comment gérer le budget. Ça c'est voilà les associations. Oui, le fait de le volet civique est très important et au sein du département, on essaye de valoriser tout le volet civique et bénévolat et de mettre en connexion. Et ensuite après le dernier volet où on est en train de travailler actuellement, mais je vous expliquerai peut-être si vous avez des questions par rapport à la philanthropie. Ah oui. C'est un sujet d'actualité au niveau du département. On s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité à trouver des financements et on s'est aussi penché sur le mécénat. On s'est aussi dit que peut-être quand on a fait AEMA, on s'est réunis, donc AEMA nous a accueillis et on a fait un séminaire territoire et ESS afin de faire connecter les élus avec les techniciens et les associations aussi qui pouvaient être présentes. Et on s'est rendu compte que c'était nécessaire qu'il y ait un croisement parce que autant les techniciens que les élus avaient besoin d'être qu'ils apprivoisent un peu l'ESS parce qu'il y a des lois qui existent et les gens ne sont pas forcément au courant qu'il faut utiliser le réemploi. Voilà, il y a plein de choses qui existent et, voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de la présentation et ça, c'est voilà, ça c'est le partenariat qu'on peut avoir et c'est des financements voilà, qu'on finance Profession Sport et Loisirs et France Active Nouvelle-Aquitaine qui sont des structures qui accompagnent les porteurs de projets et qui sont acteurs sur le territoire. On a décidé aussi de participer à l'RTES. Et ensuite, voilà. Et ça, c'est le constat. Mais voilà, on n'a pas encore de vision pour l'année prochaine et pour les années futures à voir au niveau des budgets qui vont être alloués. On sait qu'on continue à soutenir l'ESS. On sait que c'est important et c'est une volonté du département de continuer à soutenir tous les projets. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à comment, de quelle manière on va pouvoir continuer à participer à tous les beaux projets ESS dans le territoire. Ok, merci. Alors pour l'instant, donc on se note les questions. Hein, on va essayer de voir ce que va pouvoir nous dire donc Maïtena. La feuille de route de l'agglo a été dévoilée en février à Saint-Jean-de-Luz. On l'a également en PowerPoint si tu veux. On peut peut-être le mettre. Je la connais bien. Ouais. Je vous l'ai amené d'ailleurs. Hein. J'ai quelques versions papier, mais il y a une version aussi téléchargeable hein, pour. Je vous les laisserai. Donc, nous, on est parti du constat. Ça a été un peu compliqué. Donc, c'est la première fois qu'il y a une délégation sur le SS à la communauté d'Aglo Pays Basque. Donc, on est parti dans un premier temps sur un inventaire en se disant on a 21 compétences, donc c'est-à-dire 21 champs d'action. Donc, c'est très large. Et on s'est rendu compte que finalement, il y a plusieurs de tes propos dans lesquels je me retrouve, mais on s'est rendu compte finalement que le SS, il y a beaucoup de gens qui en font, mais qui n'en ont pas conscience. Et on a un territoire de par son histoire et de par sa dynamique qui est quand même tourné vers cette philosophie. Et aujourd'hui, ben, ne pas la valoriser, finalement, on a l'impression qu'on n'en fait pas, ou enfin, en tout cas, c'est un des gros enjeux. Pour ce fait, on est parti donc sur l'inventaire. Donc effectivement, ben, la mobilité fait de l'ESS, la culture fait de l'ESS, la direction des déchets fait de l'ESS. Bon, il y avait plein de la montagne fait de l'ESS, le transfrontalier fait de l'ESS. Il y en avait un peu partout. Donc on a décidé de se concentrer sur la porte d'entrée économique, puisqu'il nous semblait important
pour un peu commencer à mettre en valeur cette économie, ben, justement de valoriser ce mot économie, pour un peu valoriser toutes ces actions, parce que je suis assez convaincue que on a encore beaucoup de gens qui ont des a priori sur ce que c'est l'ESS, alors que si on l'appréhende du prisme de l'économie, ça peut donner pour le coup une autre vision et expliquer la nécessité de solidarité, bien évidemment, d'un territoire, ça on en est tous convaincus, mais aussi l'importance économique avec la création d'emplois, éviter justement que des emplois se délocalisent. Donc, on est parti via l'économie. Donc, de ce fait, on est rentré sur l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas, cette feuille de route, elle est en adéquation avec notre schéma de développement économique sur l'agglo. Ce qui ne veut pas dire que les autres directions ne font pas de SS, mais aujourd'hui, moi, ce que je vais vous présenter, c'est la feuille de route économique qu'on a travaillée. Une fois que j'ai dit tout ça, donc cette feuille de route, elle a été déclinée en fait en 4 axes principaux. La première ambition, c'est bien évidemment améliorer la connaissance, sensibiliser et promouvoir l'ESS. On en a parlé. Je rejoins ce que tu dis. On a beaucoup encore de choses à faire découvrir. Donc, on passe beaucoup de temps à expliquer. Un des axes, je vais peut-être pas détailler, rentrer dans les sous-axes, mais je vais peut-être donner un ou deux axes sur lesquels on est un peu plus avancé, peut-être, ou sur lesquels on a eu quelques actions concrètes. Ce qu'on avait identifié, c'est l'accès des entreprises ESS à la commande publique. Donc, il faut savoir que la communauté d'Agglo vient de voter son premier SPASER, qui est un schéma public d'achat socialement et écologiquement responsable. Voilà, le SPASER. Donc, exactement. Donc, il a été adopté. Il y a un gros volet accès à la commande publique sur les entreprises du territoire, favoriser notamment des monnaies locales, etc. Donc, il y a tout un travail qui a été fait. Alors, ce travail, il a été mené par le secrétariat général de la communauté d'Agglo, mais n'empêche qu'on poursuit les mêmes objectifs avec la feuille de route ESS. En tout cas, c'est concomitant. Sur le deuxième axe, même pas par cœur, hein, c'est pas bien. Hein. Donc, c'est accompagner et soutenir les entreprises de l'ESS. Là aussi, on a dû changer un petit peu de terminologie en se disant que des entreprises de l'ESS, très souvent, elles sont structurées en association parce que c'est dans leurs ADN, mais n'empêche que nous, on veut les considérer comme des entreprises. Et on avait jusqu'à présent nos dispositifs au niveau de la communauté d'Agglo qui étaient de manière très binaire sur l'économie, ben forcément qui étaient réservés aux entreprises. Donc, on a fait évoluer nos règlements d'aide à l'immobilier, et notamment avec le département, puisque le département, donc ça, c'est quand on a un projet de construction, quand l'Agglo accompagne à 1 euro, le département accompagne à 1 euro. Mais ça, c'était des dispositifs qui étaient réservés aux entreprises qui aujourd'hui sont ouverts aussi aux associations employeuses. Donc là, on change de prisme. De la même manière, on ouvre nos pépinières qui étaient aux entreprises qui vont maintenant être aux associations employeuses. Et également nos appels à projets. Enfin voilà, tout ce qui se faisait déjà sur le volet économique, on l'a ouvert en fait aux structures de l'ESS. L'innovation sociale aussi fait partie d'un de nos axes. Bien sûr, on travaille avec des partenaires comme le DLA ou France Active. Puis on a identifié un autre axe sur l'ESS qui nous semble un peu émergent, c'est la filière de l'économie circulaire. Aujourd'hui, l'économie circulaire, ça parle à tout le monde. Enfin, en tout cas, ici, c'est sûr. Et on s'est rendu compte que de nombreux acteurs qui œuvrent dans l'économie circulaire œuvrent aussi par conviction personnelle et donc, du coup, se tournent souvent sur des structures qui s'apparentent à de l'ESS. Donc, aujourd'hui, on a souhaité dédier un axe sur l'émergence de la structure de la filière économie circulaire. Alors, en cartographiant les différents acteurs, en essayant de faire rencontrer justement plutôt des entreprises un peu plus matures avec des porteurs de projets. Et on co-construit des outils avec Bilta Garbi, qui est donc le syndicat de traitement des ordures ménagères, sur des incubateurs, peut-être des espaces de test de matière. Et on veut aller plus loin puisque à terme, on aimerait aussi créer une pépinière dédiée à l'économie circulaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment créer toute la chaîne de valeur sur de l'économie circulaire.
Et enfin, le dernier axe qui nous semblait important, c'était de favoriser l'essaimage, la mise en réseau des tiers-lieux, puisqu'on a plusieurs tiers-lieux qui sont présents sur notre territoire. On se rend compte que ces tiers-lieux, parfois, ils peuvent être un peu fragiles, de par leur mode de fonctionnement, de par parfois peut-être le manque de mise en réseau, le retour d'expérience, puisque c'est aussi une façon de faire qui est assez récente. Et donc, on pense qu'on a un rôle à jouer, communauté d'agglo, en tant un peu qu'animateur, ou en tout cas d'échange de bonnes pratiques et de pouvoir se créer des synergies entre les différents acteurs. Voilà, c'est très rapide, mais voilà, vous aurez tout en détail, puis après on pourra tous en parler quelques questions. Voilà. Et enfin, Mathieu, donc, tu es en charge de ce beau concept de SS sur Biarritz. Je suis en charge, j'ai l'intitulé la délégation. C'est l'aglo donc qui en a les compétences aujourd'hui. On a choisi avec la mairie de Biarritz, de continuer à soutenir comme on le peut, alors pas au niveau où ça a été avant, et j'en suis le premier, désolé. Pardon. Et donc du coup, on a choisi de continuer à soutenir le projet de ESS parce qu'il faut que ce soit connu, ça fait partie de notre économie, et peu de gens effectivement se rendent compte qu'ils sont en train de faire de l'ESS, ou ne savent pas ce que c'est exactement, et voilà, on se retrouve finalement à en faire sans avoir obligatoirement un nom dessus. Donc, je suis très content, moi, que cette maison existe toujours pour vous et que vous puissiez avoir un outil de travail pour déployer le savoir sur ce sujet-là, et surtout que les gens puissent avoir une adresse vers qui se tourner pour venir faire des projets de SS. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. J'avoue que en tant que, enfin voilà, avec toutes les délégations, on vous a pas tout cité, mais l'environnement pour moi recoupe obligatoirement le SS à un moment ou un autre, et où le SS recoupe l'environnement. Donc voilà, ça reste très connecté pour moi. J'y consacre pas assez de temps, et vous m'envoyez désolé, donc ça c'est un constat d'échec de ma part. Sur le SS pur, maintenant je sais en soutenant des projets environnementaux et ou sociaux, je sais qu'aujourd'hui on soutient aussi le SS. On n'est pas assez, je suis pas assez performant entre guillemets sur les échanges qu'on a ensemble. J'y suis absolument désolé d'ici là. Mais voilà, c'est déjà une bonne chose qu'on ait un lieu en tout cas où on peut venir échanger, où on peut venir s'informer, et on peut venir monter des projets aussi. Ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc on porte aussi ce sujet-là, pas encore de la manière dont je le souhaiterais, et voilà, on apprend aussi, et ça fait que 3 ans, donc on essaiera d'exploiter les 3 prochaines années correctement. Biarritz, c'est quatrième, peut-être par rapport aux chiffres du département. Biarritz, c'est la quatrième ville du département au niveau de l'ESS. Voilà. On apprend tous les jours, j'en ai appris aussi. Pour Bayonne et Anglet, Biarritz serait quatrième. Bayonne, Anglet, oui. Donc, je suis un peu déçu en 3. avec quels critères? Notre objectif, c'est passer en 3 ou en 4. C'est évidemment podium, quoi. Les critères au niveau des données par rapport aux établissements de l'ESS, il y aurait sur le département. Par rapport au nombre d'établissements qui se sont déclarés ESS. Il y aurait sur le département environ 535, mais c'est des données qui sont brutes dans le sens où elles ont été juste extraites d'un tableau, elles n'ont pas été analysées. Donc c'est pour ça que l'intérêt de l'observatoire. Voilà, c'est vraiment apprendre avec. C'est pas des chiffres qui ont été travaillés, c'est pas un institut qui les a travaillés, donc c'est pour ça que je reste en mode où c'est une information, mais qui n'est pas certifiée. Ce sont les établissements qui se disent eux-mêmes de l'ESS. Qui ont été répertoriés. Chantal, c'est un peu les 1500 entreprises de l'ESS répertoriées en 2014 par l'INSEE ESS. On sait toujours. Enfin, c'est difficile de dire. Les 1500 à l'époque du 64, on ne savait pas exactement sur le Pays Basque, pardon. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc c'est pour ça, d'où l'objectif d'observatoire. C'est ça, d'où l'intérêt de faire un panorama. On est plus dans le panorama que dans l'observatoire. Au niveau de la panorama. Parce qu'au niveau du support, ce n'est pas la même chose. Un support d'observatoire et un support de panorama, ce n'est pas les mêmes données, ce n'est pas les mêmes éléments. C'est des mots qui sont. Faut faire attention à. C'est ce qu'on m'a expliqué. Je ne suis pas une experte en observatoire ni en panorama, mais je vous dis juste, il faut être vigilant aussi à l'utilisation de ces mots. Et le panorama est souhaité. Et donc, on en a discuté quand on a fait AIMA. Et c'est vrai que tout le monde a fait le constat que tout le monde aimerait avoir une visibilité sur le territoire et de savoir les établissements et qu'est-ce qui. Parce que l'ESS représente 80% de l'activité, voilà.
Après, j'ai plein de chiffres, mais je ne sais pas si c'est intéressant de donner des chiffres. On va peut-être, si, dans le débat, on va peut-être. Oui, c'est ça. C'est plutôt, parce que là, on va. Donc, d'abord, merci tous les trois pour la clarté de votre intervention, mais on va peut-être passer donc à la partie débat. J'ai été désigné pour donner quelques règles de débat, mais très très simples. C'est juste qu'on convienne d'une chose déjà, c'est que dans le temps imparti et vu le nombre de participants, il faut arriver à faire des interventions relativement brèves. Donc, voilà, j'aurais peut-être le méchant rôle de ça vous rappeler voudra dire trop long. Là-dessus, bien évidemment, le principe d'écoute. Alors, on s'est donné une question de départ, mais qui est une question très très large, et il faut inclure aussi des interpellations suite aux présentations. Donc, si vous avez des questions, ça fait partie des choses. Donc, la question qu'on soumet est dévoilée à nous. En visio, je leur ai dit, ils peuvent lever la main. On peut regarder. Alors, moi, je peux pas dire. On leur laisse aussi un peu la parole. Bien évidemment, pour ceux qui sont en visio, si vous voulez intervenir, vous pouvez physiquement lever la main. La fonction lever la main, si vous la connaissez, ça qui se trouve en bas dans réaction. Et on pourra effectivement aussi intervenir. Donc voilà la question qu'on avait envie d'échanger ensemble. Voilà, c'est quelle vision portez-vous effectivement sur l'économie sociale et solidaire en Pays Basque, dans la vision que vous avez actuellement, mais aussi dans ce que vous imaginez demain, de voir mise en œuvre au regard de vos expériences, de vos projets et de votre vision en tant qu'acteur du territoire. Qui posera la première question ou qui prendra la parole? Par exemple, j'ai été étonnée que vous ne parliez pas, aucun des trois n'a évoqué le terme coopérative, qui pour moi était quand même un des premiers, la base de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que je considère, moi, nous, on s'est toujours, je suis aussi membre de MN et on s'est toujours intéressé au monde des coopératives. Enfin, pour moi, c'était quand même la base et c'est ce qui me fait penser que le Pays Basque est assez moteur dans le monde de l'économie sociale et solidaire, parce qu'à un moment, alors je sais plus si ça allait encore, mais c'était vraiment la région de France où il y avait le plus de coopératives. Et pour moi, c'est quand même l'entreprise modèle et enfin, avec toutes ses variantes, hein, les CIC, donc, j'étais étonnée, oui, que vous n'évoquiez pas ce terme, parce que pour moi, il est essentiel dans et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, et en plus de manière transfrontalière, ce qu'on commence à faire, puisqu'il y a un début de coopération avec Ola2Coop, enfin, je trouve que c'est particulièrement intéressant, quoi. Oui, et un peu en complément de cela, comme je cherche en famille, et j'aimerais savoir comment est venue l'idée aux institutions de s'occuper de l'économie sociale et solidaire dans un monde où l'économie n'est ni sociale ni solidaire. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils sont arrivés à ce constat. Ouais, si je peux répondre, effectivement, l'économie sociale et solidaire, enfin, ça fait partie quand même de l'ADN du Pays Basque. Vous l'avez dit, il y a une forte coopération, notamment si on va en Walder sur la vallée de Mondragone. Donc, c'est des choses qui étaient déjà ancrées sur les territoires, mais c'est vrai qu'au final, on n'avait pas forcément pris à tâche. Donc, c'est une volonté simplement du président de la communauté d'agglo de développer et du président du département. Enfin, je ne vais pas parler pour Monia, mais voilà, c'est une volonté parce qu'on sait que on va de plus en plus en tout cas, on a des souhaits de résilience de territoire et on sait que ça passera forcément par l'ESS et par ces systèmes de coopération. Alors, ce que vous disiez, effectivement, ce que je disais, moi, je l'ai balayé rapidement, mais effectivement, il y a des passerelles qui se font aussi avec l'Ioscope, donc sur lesquelles on va faire intervenir dans les différents territoires. Et nous, on a des outils sur la communauté d'agglo qui sont des pépinières d'entreprise, où les entreprises peuvent venir chercher de l'information. Et donc, on souhaiterait justement animer via l'Ioscope peut-être des soirées à thème pour justement faire découvrir le système coopératif. Et Ola2Coop, alors on va peut-être pas rentrer parce que c'est vraiment un projet, mais c'est vrai que c'est un beau projet que je suis, puisque alors je vais le faire très rapidement. Ola2Coop, et vous me reprenez ou vous me comprenez. Ola2Coop, c'est une association qui se trouve côté sud et qui fédère et qui relie entre elles plusieurs structures de l'ESS. Et aujourd'hui, on est en train justement, on s'est rencontrés avec Emen et avec Ola2Coop pour voir comment on pourrait un peu
reproduire ou en tout cas s'inspirer de ce modèle pour fédérer ici aussi des entreprises et pourquoi pas se parler pour mener un projet transfrontalier. Et moi, j'y vois un réel intérêt puisque sur ces questions de coopérative, on est quand même bien avancé côté sud. Et pour le spazer dont je parlais tout à l'heure et sur les achats responsables, il faut pas oublier que parfois, il vaut mieux aller s'approvisionner à Bilbao qu'à Bordeaux. Et donc, il y a un réel intérêt sur la démarche. Effectivement, on n'a pas parlé, mais on aurait pu tout à fait parler de ces coopératives. Une remarque connaissante qui est venue de la visio, si les gens peuvent se présenter avant de faire leur intervention. Alors, Je vais les regarder. Je me permets juste de rebondir sur l'intervention de monsieur. Je pense que, enfin, et madame d'ailleurs, accessoirement, enfin, pour moi, le l'ESS, ça a toujours existé d'une certaine manière, comme vous dites. Alors, effectivement, on n'a pas cité les coopératives, mais les AMAP, enfin, voilà, tous les outils qui existaient avant ont maintenant un nom, donc c'est de l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, ça existe intrinsèquement dans la société civile aujourd'hui. C'est des systèmes d'entraide, c'est des systèmes de revalorisation, c'est tout ce qu'on veut, mais ça existait déjà. Donc, il n'y a pas une absence complète d'économie sociale et solidaire dans l'économie. Je pense que les gens n'ont pas encore pris toute la conscience du formidable outil que ça peut être, par contre. Donc ça, c'est un vrai sujet, effectivement, et c'est là-dessus où il faut absolument travailler sur le côté faire connaître l'ESS, savoir à quoi ça sert, et que c'est pas juste la petite association du quartier. Enfin, l'épicerie sociale qui est là fait vivre un certain nombre de gens. Il y a des associations Biarritz, alors je ne vais pas faire que de la pub sur Biarritz, mais parce qu'il y a un certain nombre de réseaux sur un département et Pays Basque, pardon, qui sont extrêmement présents, mais c'est, enfin voilà, ça fait partie c'est une fonction intrinsèque l'économie sociale et solidaire. C'est juste que maintenant on a un nom dessus et bah, voilà, il faut faire connaître cet outil et surtout le valoriser parce que alors ça c'est mes convictions propres, mais vu le monde qui s'offre à nous bientôt, il va peut-être falloir faire plus de solidaire effectivement que du reste, quoi. Donc ça c'est un avis très personnel, mais je pense que c'est un peu l'avenir et c'est pour ça qu'il faut absolument le valoriser. Alors il y a Monsieur Dumas. Bernard Dumas de TEIMA. Vous parlez de mesurer l'impact social. Alors, on sait que l'évaluation classique, ce sont des données objectives, pourcentage de PIB ou création d'emplois, etc. Alors, pour le SS, je crois que l'évaluation, c'est surtout des critères peu habituels, comme le social, l'implication des bénévoles, bien d'autres choses encore. Donc, est-ce que vous comptez prendre ça dans ce qui est prévu au niveau du département et si oui, comment? Le département est dans la démarche de soutenir l'ESS et par tous les moyens. Ce qu'il y a, c'est que là, je vous dis, on a une réflexion et moi, je me dis que ce temps d'échange aussi, alors parler des coopératives, sur mon PowerPoint, c'était marqué en 3e point, les coopératives, le dynamisme des coopératives. Je ne veux pas faire un débat là-dessus parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, moi, je trouve ce qui était intéressant, c'est d'être des acteurs de l'ESS. Et moi, j'aimerais repartir d'ici avec des informations. Et qu'est-ce que vous attendez aussi? Dans le sens où, moi, je trouve que c'est un échange. Alors, moi, je peux vous parler de la politique de l'ESS du département pendant longtemps. Mais par contre, vous, qu'est-ce que vous attendez aussi? C'est pour ça que c'est quelle vision, nous, structure de l'ESS. C'est intéressant d'avoir un échange avec vous parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes acteur. Et il y a peut-être des choses que les techniciens avec qui je travaille, et bien forcément, ils n'ont pas votre regard, ils n'ont pas votre vécu et vos attentes. Et c'est vrai, quand on fait des critères, parce que nous, on fait un jury. Je ne sais pas si l'aglo et la ville de Biarritz fait un jury, mais nous, on a en tout cas une commission. La technicienne travaille sur des critères qui sont bien appropriés par rapport à l'octroiement d'une subvention. Et c'est vrai qu'on a des critères qui sont techniques et qui sont bien arrêtés. Et oui, peut-être qu'on manque de critères peut-être plus concrets. Et oui, ouais, c'est plus ça. Qualitatif. Ouais, ça pourrait être un sujet, parce que quand on a fait le séminaire à AIMA, Monsieur Dupont a sorti que oui, ça serait bien qu'il y ait un prix de l'innovation au niveau du département et quelque chose qui pourrait être. Mais après, derrière, l'idée y est, mais comment on critériise et comment, à qui on l'alloue et combien on alloue? Est-ce qu'on fait de l'amorçage? Est-ce qu'on crée de l'emploi? Dans ce que tu dis, ça veut dire que tout est ouvert, quelque part. Je m'entends, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement venir apporter du grain à ton moulin aujourd'hui. Je suis venue pour ça, moi je suis venue pour échanger, pour écouter aussi ce que les gens ont à dire et dans le sens où rien n'est fermé, rien n'est figé et c'est ça tout qui est à faire
Et pour moi, l'ESS, voilà, c'est une dynamique aussi, et c'est une volonté aussi de ne pas être bloqué, d'être dans des carcans et de pouvoir être libre, de pouvoir évoluer sur les dispositifs. Sigrid? Sigrid Dumas, la présidente de AIMA. Donc, en fait, c'est vraiment une sacrée opportunité que vous nous proposiez. Qu'est-ce que nous, on peut apporter aux collectivités? Et donc, je suis sûre que chaque association, elle a un service qu'elle peut rendre et il faudrait que les collectivités, elles le font déjà et qu'elles puissent le faire encore plus, d'utiliser toutes les innovations sociales que les acteurs de l'ESS ont mis en place. Donc, peut-être Mathieu, il n'est pas au courant qu'il existe des recycleries de mobilier professionnel. Maïtena et Monia, elles ont déjà fait rentrer les collectivités dans le process d'acheter du mobilier d'occasion. Mais peut-être que voilà, mettre en place le service que Tricyclope est en train de créer, de le faire rentrer dans les bureaux des collectivités. Il y a sûrement d'autres acteurs ici, mais c'est-à-dire vraiment, vous faites travailler des fournisseurs du monde de l'économie et peut-être saisir les opportunités que les structures de l'ESS elles vous proposent, les faire travailler elles aussi. Hein, je sais que le département, on a visité Eclose, qui est une structure de l'upcycling à Pau. Je sais que le département les fait travailler, mais je trouve ça hyper vertueux parce qu'il y a aussi la loi AGEC, hein, maintenant tout le monde la connaît, la loi anti-gaspi et pour l'économie circulaire. Vous la connaissez? Mais tout le monde la connaît pas. Quand on était au séminaire, c'était flagrant quand même que même des techniciens ne la connaissaient pas. Des techniciens qui sont... C'est ça. Et on se dit comment ça peut être possible que ces gens ne la connaissent pas, alors que et au séminaire, c'était flagrant que des techniciens ou des élus disent ah mais c'est quoi cette loi, je la connais pas. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. C'est ce qu'on a dit pendant le groupe de travail, oui, c'est ça. Voilà, je pense que les collectivités, elles ont quand même des budgets d'achat et qu'elles peuvent faire non seulement subventionner, mais faire travailler. En fait, vous voyez, les utiliser comme fournisseurs. Il y a un code de marché public hein, qui est... Oui, il y a des gens. C'est pour ça que pour répondre à cette demande, il y a aussi, moi récemment, il y a HSA par exemple, qui m'a passé un coup de fil en me demandant de nous voir à Cabia parce qu'ils avaient besoin dans leur marché public, ils me disaient, j'aimerais faire intervenir des entreprises de l'ESS, est-ce que vous pouvez m'indiquer? Et donc, il m'a donné la liste de ses besoins. Et moi, je lui ai renvoyé la liste des entreprises. Mais comme je lui ai dit, c'est toujours le problème, c'est que c'est limité à ce qu'on connaît. Et chacun d'entre nous, c'est pour ça que, et oui, c'est cette fameuse problématique qu'on a tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui cet outil que tout le monde demande depuis longtemps, qui permettrait de dire, bon, j'ai besoin de ça, et tac, 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 j'ai 4 entreprises qui le font, et où elles se situent, parce qu'on est toujours proche du territoire, donc on va pas aller chercher à Pau ce qui est à Bayonne, dans certains cas, c'est pas la peine on en connaît un à Pau, mais peut-être qu'à Bayonne, à 100 mètres, ou voilà, c'est pour aller dans ton sens. C'est pour un inculte, c'est quoi la loi AGEC? C'est la loi anti-gaspi et pour l'économie circulaire qui a été votée en 2020. Sauf qu'il n'y a pas de volet punitif qui impose aux entreprises et aux collectivités publiques d'acheter 20% de leurs achats en réemployé, upcyclé ou reconditionné. Et donc, le séminaire, c'est ce qui a été prouvé, c'est que même il y avait des techniciens au niveau du département qui ne connaissaient pas et qui sont en charge d'effectuer des achats. Et c'était même pas nous, c'était même pas le département, c'était l'agglo de Pau. C'était une technicienne de l'agglo de Pau qui disait qu'elle n'était pas au courant de ça, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est tous regardés en disant mais comment? Et elle a dit ben non, désolé, et on peut pas lui reprocher dans le sens où ça fait partie. Et les élus, c'est pareil. Il y avait toujours le même qui dit que il voulait revenir à IMA pour acheter du matériel pour une maison de retraite. Et donc il dit mais je savais même pas que ça existait, je savais même pas que c'était possible d'acheter du réemploi. Et on se dit, mais comment ça peut être possible? Et en fait, quand tous les élus qui étaient présents, non, mais c'est ça. Mais les élus qui étaient présents étaient très contents d'avoir participé parce que les élus avaient découvert, les mines de rien, ils avaient fait une découverte, alors que certains ils disaient, mais moi, je ne savais même pas que les femmes en l'intérieur. C'est ça que... Et on se dit, mais c'est possible, ok, d'accord. Donc on se dit, oui, il faut travailler sur la promotion, il faut travailler sur la communication, il faut travailler sur la sensibilisation, et oui. Et heureusement qu'il y a des associations qui... Alors,
Ah, Et après, on aura. il y a une personne en vidéo et on prend Cécile après pour faire un équilibre. Tu veux bien? Alors, c'est Sigrid. Sigrid Alors. Dumas qui n'est pas Sigrid Dumas, mais qui est Sigrid Dumas. On a demandé à réinscrire le son alors. Vas-y, ouvre ton micro. Bon, juste l'épingler. Voilà, bonsoir. Oui, je suis l'autre Sigrid Dumas, puisque nous sommes deux sur le territoire. Bonsoir à tous. Bon, j'ai pas pu être là en présentiel. Déjà, j'ai envie de partager une joie. Je pense que je suis pas la seule à avoir l'occasion d'écouter, de vous rencontrer, de questionner, même si je suis arrivée un petit peu en cours. Mon intervention est plus là pour appuyer ce qu'a dit Sigrid, parce que concrètement, je fais partie des acteurs qui depuis une dizaine d'années s'activent ou en tant qu'indépendante ou derrière une structure associative. Et j'ai envie de vous dire que depuis le Covid, je sais que vous êtes au courant de tout ça, mais c'est une occasion pour moi de vous le redire, que nous avons besoin de travailler. Et ça peut paraître ne pas être une très grande nouvelle, mais j'entends encore si souvent, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'on associe l'économie sociale et solidaire à nouveau à des statuts de bénévoles notamment, et dès qu'on porte des projets parfois qui durent du temps à l'amorçage, parce qu'on est sur des thématiques d'innovation qui font que ça ne se met pas en place comme ça. Nous ne sommes pas des bénévoles, en fait, nous sommes des entrepreneurs. Et je pense que c'est important de l'entendre et de le redire, parce que souvent, on est sollicité pour des appels à projets, souvent on est sollicité même pour des rendez-vous, on fait beaucoup de sensibilisation et d'éducation et assez souvent, les idées, les projets, etc., sont un petit peu repris à droite à gauche. J'ai encore des exemples là récents, mais je vais pas les lister. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que nous avons besoin de travailler. Et pour faire le lien avec Cabia, en tout cas ma vision personnelle, Cabia pour nous, c'est l'équivalent de la CCI ou de la Chambre des métiers ou de la Chambre d'agriculture pour d'autres secteurs. Et c'est vraiment important que on puisse maintenir cette vie-là, qu'on puisse maintenir le lien que créent déjà des structures comme Cabia, qui ont été mûrement réfléchies pendant des années et voilà, on a besoin tous d'être renforcés et non pas d'être source d'idées, de propositions sur nos temps off, mais vraiment qu'on nous donne des billes et qu'on nous donne les moyens de travailler et de nourrir le territoire aussi à notre façon. Voilà. Juste pour Il y a 2 personnes en visio qui sont complètement d'accord, complètement d'accord. Voilà, on voit les mains. J'aurais plus de questions après. J'avais juste envie de rebondir sur l'intervention de Sigrid. Voilà, merci. Construire ensemble. Cécile. Moi, c'était Faut que tu te présentes. Cécile Tonnerre de Triti Club. Moi, je voulais rebondir justement un peu idem pour dire mon constat, c'est que l'ESS, je pense qu'elle est un peu comme le territoire, elle est un peu dispersée, on se connaît pas tous en tant qu'acteurs porteurs de projets, on ne connaît pas non plus forcément les élus en charge de l'ESS. Enfin, voilà, déjà, il y a ce manque de connaissances de base qui, je pense, par des rencontres comme aujourd'hui, vraiment viennent remettre du sens du mouvement. Typiquement, Emma, je vous connais personnellement, mais je sais que là, on va être ensemble sur un dispositif qui est lancé par le département et je trouve ça génial. Il y a des acteurs aujourd'hui qui accompagnent les structures de l'ESS, qui les mettent en lien et on se rend compte que ça a un vrai impact parce que ça crée souvent des projets derrière communs, collectifs. Et certes, on a tous un manque de temps, mais derrière, on a besoin aussi de se rapprocher entre nous, entre structures pour comprendre nos problématiques, aller plus loin, mutualiser des forces. Donc, il y a ce souci de se connaître entre nous aussi. Et ça, honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas tous le temps de faire ce travail de mise en lien. Et des fois, on aurait cette attente-là aussi des institutions de nous permettre de créer ces espaces de mise en lien. Je pense que ça, c'est un point important. Et il y a le lieu. Voilà, le lieu, aujourd'hui, on est là, on n'a pas les trois, on est là, ce lieu est super. Pour nous, ça a été un espace vraiment super intéressant de rencontres aussi, de projets. Et pareil, sur le territoire, je pense, là on est à Biarritz, je pense qu'il y aurait certainement bien d'autres lieux dans lesquels on pourrait organiser des rencontres comme ceci. Et derrière, vous le dites, il y a la question aussi du partage des expertises, quoi.
Je pense que c'est essentiel qu'il y ait des échanges comme ça parce qu'on est expert sur des thématiques qui sont aujourd'hui traitées souvent en réseau. Vous parliez d'économie circulaire tout à l'heure. Nous, par exemple, on est adhérent à Recita. Ils font des rencontres régulières autour de sujets d'économie circulaire. On n'y va pas souvent parce que souvent c'est très technique. Mais par contre, je pense que ce sont des rencontres qui mériteraient d'être élargies et peut-être avec des thématiques plus larges qui permettraient de super synergies. Donc, je pense que voilà, globalement, c'est des fonctionnements un peu en silo qui font qu'on ne communique pas assez ensemble, mais qu'il y a un vrai, en tout cas, il y a un vrai potentiel. Tu peux peut-être dire ce que tu fais, là, ton entreprise. Tricyclope. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tout le monde Non, parce que si on se met à expliquer. Non, parce que. Et le lieu, elle trie les clopes. Oui, c'est ça. Et le lieu, elle parlait bien de Kabila. Et le lieu, elle parlait bien de Kabila, puisqu'ils ont ils viennent travailler souvent à Kabila. Alors, excusez-nous pour le retard, moi j'avais noté 19h. Ah, avec non, un décalage. toujours 18h, mais c'est le décalage horaire de l'heure d'hiver. Voilà. J'ai une question très naïve. Tu te présentes d'abord. Ah, pardon. Parce que ceux qui sont en visio ne te voient pas. Alors, Marie-Ange Thébault. Et on vient de Boublon. Question naïve, est-ce qu'il y a une cartographie simplement pour présenter les lieux C'est la question qui tue, ça. Alors, beaucoup. Avec des initiatives de la CRES, etc. Mais il n'y en a pas une qui montre toutes les initiatives de la CRES. Voilà, enfin, il va y en avoir une. Il va y en avoir une. Chambre régionale. Oui, la CRES répertorie. La CRES répertorie les entreprises et les associations et les scopes et les SCIC. Oui, mais c'est une carte que je dis qui oui, pourrait être diffusée. Alors, pour savoir elle est en train nous, de on tente de le faire. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont voté pour Kabila durant l'épopée des trophées d'Hidalgo, puisque nous sommes sélectionnés quand même. Sur les 150 projets, on est 45 à être... On sera peut-être lauréat le 5 décembre. Donc le site, c'est Champagne peut-être à Kabila. Mais je vous prierai de croiser les doigts jusqu'au 5 décembre. Mais merci à tous ceux qui ont contribué parce que c'est l'observatoire qui a été, sur les 2 projets qu'on a présentés, c'est l'observatoire qui a été retenu comme un projet innovant, impactant pour le territoire, etc. Donc effectivement, on sent qu'il y a la CRES de Bourgogne-Franche-Comté nous a contactés pour la même raison. Oui, c'est original, mais c'est comme ça. Pas la CRES régionale. La CRES régionale ne veut pas parce qu'elle nous trouve concurrents sur l'observatoire. Ce qui, on pourrait en parler des heures, n'est pas le cas. Oui, c'est ça, voilà. Les trophées des héros territoriaux, nous avons été... on est très fiers de ça, franchement. Parce que le travail que l'on fait sur l'observatoire, on est 14 à travailler sur ce thème avec quelques-uns qui sont là aujourd'hui. On est tout à fait convaincus du besoin. Et c'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est vrai, ça demande beaucoup d'investissement humain. Donc là, on est 14 bénévoles, et je rejoins ce que disait Sigrid tout à l'heure. C'est pas toujours facile, parce qu'on a des jeunes comme Adeline qui sont pas forcément retraités comme moi, et c'est pas le même temps. Enfin, voilà. Enfin, bref, enlève-moi les trophées, on verra pas le 5 décembre. Non, mais déjà, c'était sur 145 candidatures, rien d'être sélectionné, c'était bien. Oui, c'est déjà chouette. Le champagne ne peut pas être trop utile. Alors, il y a William qui voulait prendre la parole. Oui, j'avais deux sujets qui me faisaient réagir. Dans la présentation que Mme Crochet a faite, ce que je trouve assez intéressant dans ce que je comprends que vous avez tenté de faire, c'est le fait de considérer aussi l'économie sociale et solidaire, pas comme un sujet uniquement en soi, mais comment il interfère avec d'autres politiques. Alors, dans les conseils que moi, je ne suis pas présenté, d'ailleurs, William Hamlet, de Kabila. Ce que je trouve souvent intéressant, et c'est passé la même chose sur les questions environnementales, les questions de développement durable, c'est des délégations dédiées, des budgets dédiés, en gros, peu de moyens. À partir du moment où il a été décidé que c'était transversal et structurant d'une politique, d'une collectivité, là, il y avait plus de moyens parce que les budgets, on sait où ils sont à la mobilité, ils sont à l'urbanisme et l'aménagement, ils sont à la gestion des déchets, l'assainissement, et que cet équilibre-là, il va pas changer demain. Je tiens à faire noter, moi ça me semble une bonne piste, même si on sait qu'à bout d'un moment on a tendance quand même à reconcentrer les choses, mais je pense que l'évolution qui me semblerait intéressante,
C'est quand même de Transversalité. garder cette logique-là, de dire le sujet sera quand l'économie et solidaire ne sera pas un sujet à part entière dans une politique ou une collectivité, mais sera bien transversal de l'ensemble des actions. Et là, les dimensions financières, pour moi, elles auront plus rien à voir. Deuxième point, c'est un peu en réaction de ce qui a été dit sur la question des moyens, faire noter aussi l'importance d'accompagner ceux qui sont dans un rôle de facilitateur, de fédérateur, parce que c'est de l'énergie que les porteurs de projets n'ont pas le temps. Donc il y a ceux qui font, et il y a ceux qui essayent de justement mettre en lien, de faire connaître, de capitaliser. Et ceux-là, ils ont du mal à trouver du moyen. Et je pense que leur logique, elle n'est pas dans celle d'une économie ou une rentabilité quelconque. Mais là-dessus, je pense que les collectivités peuvent aussi accompagner. C'est en partie ce que Kaby a fait, mais d'autres peuvent le faire. Et je pense que ce levier-là, il est important pour qu'on soit dans une logique d'essaimage. Il y a plein de bons exemples. Et comment on passe à un levier supplémentaire? Et il faut qu'il y ait des gens qui bossent à la facilitation, au partage de l'information, à l'animation du territoire. Et ça, pour l'avoir essayé dans d'autres fonctions sur le sujet, c'est du temps et c'est des moyens. C'est-à-dire qu'à Villa, aujourd'hui, il y a combien de salariés? 0. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Et très honnêtement, le petit trophée là, si on était lauréat, moi j'ai rendez-vous déjà, tu vois, avec un financier, parce que forcément, ce que disait Monia tout à l'heure, et je pense qu'on va revenir là-dessus, le mécénat, parce que on sait tous que les collectivités ont des budgets qui se restreignent et qu'il faut qu'on aille chercher ailleurs. C'est ce qui est ressorti quand on a fait la journée sur les territoires, donc avec des techniciens et avec des élus. Ce qui est ressorti de cette journée, c'est que financièrement, on sait que les collectivités, toutes les collectivités financièrement n'ont plus les moyens et ne vont pas avoir les moyens de financer. Par contre, il y a la matière humaine et il y a des humains qui ont envie. Et donc, il y a du mécénat de compétences parce qu'on sait que dans les collectivités, il y a des gens qui c'est leur job d'aller chercher des financements, c'est leur job de faire des bilans, c'est leur job. Ils sont formés à ça. Et eux aussi, on s'en est rendu compte qu'il y avait aussi des techniciens qui avaient une sensibilité et qui avaient aussi envie de dire, OK, je travaille dans la collectivité, mais je peux peut-être être mise à disposition d'une association et peut-être ou d'une entreprise ou d'une coopérative. On est d'accord quand je dis, j'englobe tout le monde, OK? Je veux pas, OK, j'englobe tout le monde. Mais l'idée, c'était peut-être de mettre à contribution ces gens qui ont ces compétences. Et au lieu de dire à une association, je ne te donnerai pas 10 000 euros, mais par contre, je te mets à disposition de la compétence humaine qui peut manquer parce qu'on sait que des bénévoles, c'est dur à en trouver, que les bénévoles, c'est pas facile. Le monde de l'entreprise, oui, c'est pareil, il y a aussi des moyens humains et financiers. Et donc, voilà, il y a une réflexion sur ce mécénat de compétences. Et c'est pareil, il faut qu'on trouve les moyens de comment le mettre en place, comment l'organiser. Est-ce que les techniciens sont volontaires ou non? C'est un travail. En tout cas, cette journée-là est ressorti que les techniciens qui étaient présents, eux, c'était évident pour eux que faire du mécénat de compétences, oui, c'était faisable. Après, maintenant, il faut que les politiques et il faut qu'il y ait une organisation qui soit jouable et qui soit possible. Nous, à Biarritz, le poste est à pourvoir, parce qu'on l'avait trouvé et puis finalement il est parti. Une personne qui est dédiée à ça, qui s'occupe d'aller chercher le mécénat soit pour les événements de la ville, soit pour justement toutes les associations qui sont sur la ville, parce qu'on s'est rendu compte là en 3 ans que c'était on peut pas, on aimerait, c'est clairement soutenir toutes les associations de la ville, sauf que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux, et auquel cas, aujourd'hui, on sait, et c'est le gros avantage des politiques RSE, des investissements de l'État, européens, peu importe, et on sait qu'aujourd'hui, il y a des fonds qui existent, on n'avait pas la compétence, et aujourd'hui, on embauche dans cet objectif-là. Ça, je pense que c'est ça qui participera aussi à inclure l'ESS, comme disait monsieur, à une politique transversale de l'économie telle qu'on la voit, parce que si on en est encore à savoir s'il n'y a pas d'ESS sur le territoire, il y en a en fait. Et si on la met en premier filtre, alors moi je me suis battu vraiment sur ce sujet-là, en premier filtre des décisions politiques, si on met aussi l'ESS derrière, là après je pense qu'on aura gagné, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une question? Il y a Sigrid qui aimerait parler. Et là, par rapport au mécénat, donc soit je lui dis ou Sigrid, si tu veux peut-être plus le dire directement.
Oui, ben, je trouve que c'est une idée intéressante et on a la chance d'avoir des techniciens j'en connais juste quelques-uns qui sont super. Donc c'est sûr que ça peut être une très bonne option pour nous. Maintenant, c'est vrai qu'ils semblent pas toujours très disponibles et on sait bien qu'ils sont ultra sollicités. Donc bon, à voir, mais il y a aussi sur le territoire des indépendants en fait qui apportent des services. Et c'est vrai que si l'institution propose des services via du mécénat qui sont aussi des compétences de consultants ou d'indépendants sur le territoire, ça risque, bah, c'est peut-être un peu dommage parce que en fait, les compétences sont là et il y en a qui ont du temps pour. Je parle pas de moi, hein, je suis pas en train de vendre mon sujet. Euh, et on aimerait faire appel à eux parce que justement, ils ont des compétences, des expertises, donc des compétences transversales, des expertises sur certains domaines. Et ce qui nous manque, c'est juste les moyens de faire appel à eux, pas forcément d'aller faire appel à du mécénat, que ce soit auprès de l'agglo, auprès de d'autres, auprès du département ou même de la région. Et bon, voilà, donc il y a peut-être quand même quelque chose vraiment encore à faire pour faire en sorte que une typologie de métiers et d'acteurs qui sont sur le territoire et qui souhaitent travailler, on leur facilite cette partie-là. Et puis pour revenir sur les dossiers, la complexité des choses, c'est peut-être là à la racine en fait qu'il faut simplifier. L'accès à, je prends un petit exemple, j'ai répondu l'année dernière à l'appel à projet de la région sur le sujet du contrat stratégique entre la région et la CAPB. Bon, je vous passe les soirées, les nuits que j'ai pu y passer avec grand plaisir parce que c'est quand même un langage qui est agréable à apprendre. Je pensais me mettre à l'Oshkara, mais en fait, non, je me suis dit, je vais me mettre au dossier. Et j'ai eu la réponse et la validation, ce qui est déjà très positif puisque le projet a été inscrit dans le cadre de ce contrat stratégique. Le projet s'appelle Shorgi Shendera, que je partage avec Paul Etchelekou qui est en ligne aussi. Et sauf qu'on on a déposé le projet au mois de novembre et on a eu la validation en juillet. Et donc, il y a pour près de 600 000 euros de budget sur 3 ans, entre un novembre et un juillet, et maintenant tout ce qu'on a à mettre en place, on vient d'intégrer par exemple Landberry, enfin c'est beaucoup de temps, d'énergie, je crois que, bon, je sais que dans cette salle, il y en a beaucoup qui savent ce que c'est, mais on transpire à grosses gouttes là, en fait, on est vraiment, bon, voilà. Pour rebondir, je me permets de prendre la parole 2 minutes. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sigrid, on a avec nous Pachi de Mécénago, qui est un spécialiste du mécénat quand même. Est-ce que tu peux peut-être réagir ou rebondir là-dessus? Je t'ai venu avec ma casquette bénévole. Ah oui, c'est Gary, pardon, excuse-moi. Mais tu as 2 casquettes, alors. Qui change. Je crois que le mécénat, effectivement, on en entend beaucoup parler. Le mécénat de compétences, effectivement, c'est très intéressant puisque c'est quelque chose de chaud hein, entre les personnes qui se connaissent, qui partagent leurs compétences et tout ça. Après, effectivement, il faut que l'entreprise puisse mettre à disposition ses employés. Il y a un gros travail à faire. Après, j'entends aussi, pas m'éparpiller, mais les communes, les budgets des communes sont peut-être un peu contraints. Après, je suis un peu moins, enfin, c'est un peu moins contraint pour d'autres structures comme le département et la CAPB. C'est une histoire de choix. Voilà. On a quand même des budgets assez sympathiques. Donc, je pense que si on a envie et de mettre l'argent dans tel endroit, je pense que c'est une volonté politique avant tout. Voilà. Après, je crois qu'on a besoin que tout le monde soit dans la même direction, dans la même dynamique. Oui, mais ce que les semble... citoyens, les entreprises, les institutions. Le mécénat est une possibilité. Tout à fait. Voilà. Non, mais ce que semblait dire Sigrid, c'est que ce que disait Monia, c'est-à-dire qu'il y a des techniciens qui vont essayer de travailler sur le mécénat, et Sigrid disait, attention, il y a aussi des gens qui sont déjà sur ce sujet depuis longtemps, et ça serait éventuellement intéressant. Ce que nous, on fait souvent dans l'ESS, c'est pont entre les structures qui parlent d'un sujet et qui ont une certaine expertise que personnellement je reconnais parfaitement à Pachi, mais je suis pas la seule sûrement. Ça serait bien, tu vois. Enfin, il me semble qu'il y aurait du sens à se dire, bah tiens, il y a une entreprise, puisque là c'est une entreprise de ESS, mais ce serait intéressant que on travaille avec les gens qui essayent de travailler, ce qu'essayait de dire Sigrid, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur
perso, ils amènent une compétence, ça serait le pont serait à faire entre le besoin du départ. Enfin, c'est une suggestion que faisait Sigrid. Mais après, ça reste dans le sens où on reste quand même des collectivités. Du moment, je parle, et au niveau du département, il y a une politique aussi de volontariste. Et oui, il y a des contraintes budgétaires parce qu'il y a des financements qui dépendent des budgets. Et oui, on doit faire des coupes dans beaucoup. Et si on reste cantonné que sur nos politiques et si on ne va pas sur la thématique de l'ESS, on n'a pas d'obligation d'aller sur l'ESS. On y va parce que c'est une politique volontariste. Il y a d'autres politiques où le département va. Et non, le département, voilà, le budget n'est pas du tout la panacée. On n'est pas du tout dans l'opulence au niveau des budgets. Et on est contraint. J'ai parlé de choix. C'est ça, C'est un choix. exactement. C'est pour ça qu'on veut maintenir une aide au niveau de l'ESS et le département a souhaité faire une feuille de route, donc on veut maintenir. Mais on ne pourra pas être à la hauteur et au niveau où on aimerait être parce qu'il y a des contraintes qui sont liées au monde économique et à nos politiques parce que le département a l'action sociale et on sait que la société et on sait que c'est un budget qui augmente et qui ne diminue pas du tout. Et donc, il y a des concessions à faire. Et on sait que voilà, on ne peut pas être aussi généreux que le département a pu être pendant certaines années. Bonsoir, Denis Luttrot, je suis membre du conseil d'administration de Cabilla. Moi, j'ai trois questions, mais la deuxième, elle sera peut-être subsidiaire, ça sera à vous de voir. Donc, je m'adresse aux représentants des politiques publiques. J'ai envie de vous poser la question, comment vous sentez la transversalité entre, on va dire, trois institutions, département, agglo et les communes, un représentant d'une commune, sur cette question de l'ESS. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a à faire ensemble ou pas du tout? Je crois qu'entre nous, on n'a pas de... Pardon, j'ai introduit la première. Moi, j'ai pas on est tous légitimes dans l'ESS. Et après, c'est vrai que... Je pense que, et l'une et l'autre, on a construit nos feuilles de route à peu près on s'est complété, on s'est en même temps. concerté. On a commencé d'ailleurs par faire une rencontre toutes les deux pour savoir vers quoi le département souhaitait aller, vers quoi l'agglo souhaitait aller et comment on prenait cette feuille de route. Et au final, on a des socles communs qui sont la promotion et la culturation de l'ESS. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord et que on peut tous aller sur ce sujet. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais après, derrière, on est plutôt sur nos outils économiques, plutôt sur l'innovation sociale. Et je pense que les feuilles de route, hein, à mon avis, mais ce n'est que mon interprétation, elles se complètent bien. Et on se les est auto-présentées, on va dire, et on a travaillé en concomitance. Et ensuite, pour les communes, la compétence économique, elle est à la région, déléguée à l'agglo, mais elle est d'abord à la région. Alors, j'avais invité les élus de la région, je tiens à le dire. Et l'élu à la région s'est excusé, elle est en Belgique ce soir, donc elle ne pouvait pas être là. Et l'élu l'élu régional, mais de notre zone, ne pouvait pas être là parce que prise par ailleurs. J'ai oublié de le dire et je m'en excuse. Et donc, pour le coup, tout simplement, je pense qu'au niveau communal, c'est juste mettre à nouveau le SS en lumière et profiter des outils dont ils font partie, puisque Biarritz fait partie et du département et de la communauté d'agglo, et qui sont plutôt un peu des suprastructures ou des grosses structures, et c'est plutôt en déclinaison de ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il y a un vrai lien entre nous. En tout cas, j'ai pas l'impression, quand Monial présente sa feuille de route, de me dire « Punaise, mince, on est sur les mêmes sujets. » quoi. Enfin, c'est pas... On a co-construit quand même. C'est ça, il y a de la concertation. C'est pour vous donner une idée, juste, enfin, on se connaissait pas, donc du coup, ça reflète un petit peu le côté, c'est Maïtena, en fait, le pilier du sujet, vu que vous connaissez, moi je connais Maïtena, mais en gros, comme c'est des suprastructures, et nous, on est, enfin là, je parle en tant qu'élu Biarritz, hein, parce que je suis aussi à l'agglo, mais enfin, voilà, c'est vraiment des échanges qui se font et qui sont, ouais, c'est transversal. Maintenant, il y a le supra et puis il y a le local, quoi. Donc, mais moi, j'ai rencontré Pau aussi, l'agglomération de Pau aussi, a aussi une autre façon de travailler et aborde l'ESS totalement différent parce que l'élu qui est en charge de l'ESS est un acteur de l'ESS sur l'agglomération paloise. Donc, je l'ai rencontré aussi. J'ai rencontré la région aussi parce que c'était faire un état des lieux. J'ai rencontré France Active, j'ai rencontré les SCOP, j'ai rencontré tous les acteurs de l'ESS de notre territoire pour qu'ils nous fassent un état des lieux et pour qu'il y ait une cohérence aussi dans la feuille de route et que la feuille de route, elle soit en correspondance avec ce qu'attendaient aussi tous les acteurs de l'ESS. La feuille de route, elle est partie quand même, voilà, avant de la rédiger, il y a eu une rencontre avec tous les acteurs de l'ESS
Et après, la feuille de route a été déclinée. Et m'a été là, et aussi sur l'agglo de Pau, et d'autres agglos aussi. Les CCI aussi ont été... Je veux dire, c'est vraiment tout le territoire qui a été balayé. Il y a vraiment cette envie et cet élan. Et oui, les coopératives, et oui, il y a une dynamique sur notre territoire qui est reconnue. On travaille avec la Fondation de France et le département est très généreux. On est un département qui est très vivant et qui est très actif. Alors, ma deuxième question, donc, par rapport aux politiques publiques, donc, qui sont complémentaires entre les différentes institutions, c'était de savoir si, comment la mobilisation de ces politiques publiques complémentaires, vous pensez qu'elle est la plus efficace? Je veux dire par là ont été évoqués, par exemple, des exemples donc, de certaines de ces politiques. J'ai entendu, par exemple, la création d'une filière et d'une pépinière sur l'économie circulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est porté par la collectivité. Pour le coup, on est vraiment dans l'application concrète d'une politique publique telle que vous l'avez définie. Mécénat de compétences, c'est des exemples que je reprends, que vous avez évoqués, qui donc sont une des actions concrètes du côté département. Est-ce que parallèlement à ça, ces politiques publiques vont être, comment dire, distribuées, enfin distribuées, c'est pas le terme, quoique au bout du compte, c'est toujours un peu de la distribution. Souvent, par exemple, des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets, ou est-ce que sur ces modalités-là, vous avez des visions un peu différentes? Aujourd'hui, toute activité, que ce soit associative, etc., qui est en recherche d'un financement parce que bon, il répond à des critères de vos objectifs de politique, en général, ça passe par ce type de système, d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt. Est-ce que ce sera ça un peu la mise en œuvre principale, ou est-ce que c'est des choses beaucoup plus concrètes, directes, comme par exemple création d'une filière, création d'une pépinière? Alors, il y a des éclaircissements, je pense, à faire par rapport, si vous parlez au niveau budget, dans le sens où ça reste quand même une compétence de la région. Nous, je sais qu'au département, cette année, on donne 210 000 euros. Donc, Tricyclope a bénéficié de 30 000 euros. AIMA a bénéficié, dans le sens où ils ont répondu à un appel à, pas vraiment un appel, oui, un appel à projet, mais ils ont créé un emploi. Donc, c'était un des critères au niveau du département pour allouer. Il fallait qu'il y ait la création d'un emploi. L'année prochaine, je ne sais pas dans quelles circonstances on sera, parce que je vous dis, on n'a pas encore acté certaines choses. Mais après, c'est vrai que généralement, je ne sais pas au niveau de l'agglo et au niveau de la commune de Biarritz, mais je ne crois pas qu'il y ait... Alors, ce que j'expliquais un peu en préambule, c'est que nous, on n'a pas souhaité mettre l'ESS en silo, mais plutôt l'intégrer dans la politique économique. Donc, en fait, on a travaillé sur des dispositifs et des appels à projets qui existaient, dont certains, je pense à l'atelier d'innovation, qui existe depuis 10 ans. Sauf que ces appels à projets, ils n'étaient pas forcément ouverts à des associations employeuses. Donc, finalement, il y avait toute une grosse partie des structures de l'ESS qui ne pouvaient pas participer à ces appels à projets. Tout comme intégrer une pépinière, voilà, c'était des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé à la création de nos règlements. Donc, en fait, on a fait évoluer ces règlements. Je parlais aussi du règlement d'aide à l'immobilier. On a fait évoluer ces règlements. Et là, donc, depuis que la feuille de route, elle a été adoptée, donc ça fait 2 ans, mais chaque année, que ce soit sur l'atelier d'innovation ou sur l'appel à projet éco-conception, il y a des lauréats qui sont structures de l'ESS. Donc, et qui n'auraient pas pu l'être il y a quelques années, mais qui aujourd'hui l'ont été. Et voilà, bon, il y a IMA, il y a Ressac, enfin, il y a plusieurs associations qui ont pu bénéficier de ça à la projet. Donc, nous, en fait, on a juste adapté ce qui existait déjà en mettant une notion qui était plus adaptée aux structures de l'ESS. Voilà. On n'a pas fait quelque chose de dédié parce qu'on ne voulait pas, en fait. Tu avais une troisième question. Oui, alors la troisième, c'est l'observatoire ou panorama. C'est différent, ouais. C'est pas pareil. Alors, je suis partie des gens qui essayent de le mettre en place. Enfin, je suis pas le seul, loin de là. On voit que c'est un besoin, enfin tout le monde en a besoin. Alors, juste le terme observatoire nous a semblé pertinent dans la mesure où qui dit observatoire dans le temps, c'est-à-dire pérennisé dans le temps. Et surtout un observatoire qui soit issu des acteurs. C'est cohérent. Voilà. Donc, notre objectif, c'est ça. Il y a l'histoire du périmètre territorial. Bon, pour l'instant, à Cabia, on est sur le territoire Pays Basque, mais enfin, on peut imaginer, bien évidemment, de l'élargir. Donc là, je crois qu'il y a un travail de coordination énorme, obligatoire, entre
les objectifs que vous avez, parce que j'ai vu les feuilles de route, c'est aussi un objectif donc des politiques publiques, et il est tellement évident, hein, toute réflexion qu'ils l'ont mise en exergue, on a besoin de tous mieux se connaître, cartographier et surtout interagir. C'est-à-dire que voilà, c'est comment évoluent toutes ces structures dans le temps, c'est-à-dire que c'est une participation des acteurs. Je veux dire par là que c'est pas bien sûr, quand on fait un observatoire, on va vers les acteurs pour emmagasiner un certain nombre de données. Dans notre esprit, l'objectif, j'espère qu'on va y arriver, dès lors qu'on est plusieurs autour de la table à le mener à bien, c'est qu'il soit vivant. C'est-à-dire que sur des périodicités qui restent à définir, les éléments, les données de tout un chacun, et ben, l'année suivante, c'est plus les mêmes. Ça veut dire que tout un chacun, dans cet observatoire, tel qu'on l'imagine, et tel qu'on a commencé à y travailler, est quelque chose de dynamique, et dans lequel, bien évidemment, les acteurs sont impliqués au sens qu'ils adhèrent, voire ils financent quand ils peuvent, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire tourner. Souvent, on a eu un moment, alors moi je connais pas la différence entre panorama et observatoire, mais pour nous, l'important, c'est pas à un instant T. C'est à un instant T, le panorama. C'est à un instant T, bien sûr, parce qu'il faut bien commencer à un instant T, mais c'est surtout le faire évoluer. Oui. Panorama dynamique. Voilà. Oui, c'est du panorama dynamique. C'est la différence entre panorama pour nous. C'est vrai le terme d'observatoire, il nous est souvent entre guillemets reproché, mais c'est pas quelque chose de statique. C'est vraiment quelque chose de qualitatif qui va dans le temps, et je rejoins complètement Denis. C'est vraiment impliquer les gens du territoire dans cette démarche. C'est ça qui est fondamental. Que ce soit eux qui nourrissent et qui fassent que cet observatoire est toujours actualisé. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, c'est les acteurs de l'ESS qui vont faire remonter chaque année les éléments à cet observatoire qui existe. Et c'est un des problèmes que l'on a. Alors, je rebondis par rapport à ce que tu disais, Maïtena. L'un des problèmes, j'entends ce que tu dis sur le fait du transverse en partant de l'économique, et donc une association non employeuse ne peut toujours pas. Et à la fois, si on prend cette problématique de l'observatoire, par exemple, nous n'avons pas de salariés et nous n'avons pas aujourd'hui les moyens, alors que dans le business plan, on aura les moyens, puisque chaque membre de l'observatoire viendra apporter sa contribution. Et durant l'été, les 12 structures qui ont rempli notre questionnaire, aucune, la dernière question étant « Êtes-vous d'accord pour participer financièrement ?», aucune n'a dit non. Toutes ont dit bien sûr, ça leur paraissait évident. Donc le problème, c'est que le premier temps, et là je prends l'observatoire, mais il y a tellement d'autres projets où il y a une phase durant laquelle on ne peut pas se permettre d'avoir un salarié, donc on n'est pas employeur, pour autant le projet peut être innovant. Il peut y avoir des tas de... on est sur la réflexion Etchalde, par exemple. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de la même façon. C'est un super beau projet. Il n'y a pas aujourd'hui... On ne peut pas être employeur. Tu vois, et ça serait intéressant aussi de voir comment faire. C'est la région vient là-dessus, sur l'ampli, sur le dispositif ampli sur les 2 premières années. En tout cas, nous, on a regardé, on n'est pas venu refaire ce qu'ils faisaient déjà. On est plutôt venu en complément d'eux, sachant que c'est la région qui a la compétence. Et par contre, là où je te rejoins, moi, je pense qu'il y a un travail sur lequel on réfléchit beaucoup, c'est ces 2 premières années. Très souvent, les structures, elles prennent cet ampli, elles y vont à fond, et elles ont tellement de choses à faire qu'en fait, elles ne regardent pas la fin des 2 ans. Et très souvent, moi, ce que j'observe sur le territoire, c'est qu'on arrive au bout du bout 2 ans et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on vient nous chercher à nous, parce que la région dit, j'ai fait ma part. Et on vient, nous, communauté d'agglo, nous chercher en nous disant, et maintenant, vous allez faire mourir une structure qui a démarré sur le territoire. Et là, je pense que là, on a un réel enjeu à accompagner ces structures. Alors là, via des dispositifs CAPAM, DLA ou autres. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a souhaité travailler, par exemple, on a adhéré au dispositif CAPAM qui est par France Active. Il y a toute une analyse et tout un besoin de financement sur plutôt à 3 ans et qui derrière peut débloquer des financements de France Active. On travaille aussi, on adhère à DLA Sport 64 pour la pérennisation des emplois, pour justement venir au soutien parce que il nous semblait, en tout cas nous, que cet amorçage, il pouvait être fait par la région. D'accord.
Et donc, on Mais vient, l'idée, c'est de venir plutôt en complément parce que, voilà, parce que on se rend compte, hein, il y a des sujets comme notamment le fonctionnement. Souvent, quand on démarre une activité, les collectivités, elles viennent sur de l'investissement, elles viennent pas forcément sur du fonctionnement. On travaille aussi là en ce moment sur un dispositif sur lequel on pourrait venir justement peut-être sur du fonctionnement ou sur l'amorçage en one shot, mais au moins on donne une impulsion pour que la structure prenne son envol et après derrière elle va chercher elle-même son modèle économique. Et c'est pour ça en fait que je dis que j'aime bien rappeler qu'on le voit sous le prisme économique puisqu'on essaye plutôt de travailler sur la pérennisation de ces structures. C'est cohérent. D'accord. Ok. C'est vrai que la région, c'est un peu compliqué parfois. C'est ça, mais en fait, compte, c'est une compétence région. Donc après, nous, on y va parce que c'est volontariste et parce que on veut que ça vibre. C'est plutôt bien d'ailleurs. Mais après, et nous aussi, on réfléchit à aller sur l'amorçage parce que voilà, parce qu'on se dit aussi peut-être que c'est ce volet-là aussi. On a une réflexion là-dessus aussi au niveau du département. C'était d'ailleurs dans la loi de 2015 de Meudon-Hamon, la scope d'amorçage. Il avait déjà aussi intégré le fait que il y a besoin de quelques mois, voire une année, durant laquelle on teste le projet sur un plan économique. C'est 3 ans. Hein. Oui, non, mais le principe de l'amorçage qui était défini dans la loi, c'était pour des salariés puissent créer une scope en rachetant. Et donc, ils avaient considéré qu'entre 6 mois et 1 an, la banque pouvait suivre des salariés qui avaient démontré pendant 6 mois, 1 an qu'ils étaient capables de prendre la suite. C'était un petit peu différent. Mais ce terme de scope d'amorçage, je suis d'accord. Oui. Pardon, il y a peut-être une question dans la salle virtuelle? Non. Ah, on les a perdus dans la salle virtuelle. Qui a une question? Chantal. En matière d'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup de choses qui naissent de la base souvent. Ce sont des gens, souvent qui perçoivent un besoin et et puis voyant qu'il n'est pas satisfait, qui se disent, on va se réunir, on va examiner ça ensemble, on va essayer de trouver des solutions et on va s'y mettre, etc. Et je trouve que les différentes instances, les vôtres, aussi bien les communes que l'agglo et que le département, etc., devraient davantage soutenir ceux qui ont essayé de faire quelque chose. Par exemple, je lisais dans la feuille de route de l'ESS, la première chose que vous mettiez, c'était faire connaître et promouvoir l'ESS, ce qui me paraît essentiel. Et nous, ça fait longtemps qu'on le fait, qu'on essaie. Hein. On a dû faire 23 conférences pour essayer de faire connaître l'ESS sur des choses très concrètes et tout, c'était passionnant. On a pris conscience nous-mêmes de tout ce qui existait et qu'il fallait le faire connaître. Le but, c'était de faire connaître ce qui se réalise ici, mais aussi ce qui se fait bien ailleurs en matière d'économie sociale et solidaire. Mais en plus, je trouve qu'on était bien dans l'optique ESS, parce que c'est face à un besoin, on s'organise et on essaie de réaliser des choses, etc. quoi. Et je trouve que vous devriez peut-être plus prendre en compte, compter là-dessus aussi. C'est-à-dire, ça, c'est une partie du travail que vous avez à faire, faire connaître, vous l'avez dit en premier, mais que d'autres font aussi. Et peut-être vous pourriez vous débarrasser un peu de ce côté-là et le laisser faire par des organismes comme nous, des gens qui ont envie et qui se passionnent pour l'économie sociale et solidaire, qui ont envie de le faire connaître. Mais il leur faut un minimum de moyens pour faire ça aussi. Donc, il faut peut-être se dire, ça, on s'en occupera un peu moins, parce qu'on a d'autres choses très importantes à faire. Par exemple, vous parliez d'économie circulaire, construire des pépinières, je sais pas, plein de choses comme ça. Et puis, mais cet aspect, cette partie-là de votre travail, comptez davantage sur des gens qui peuvent le faire à la base, etc. Je pense, nous, au niveau du département, c'est la CRES, logiquement, qui va intervenir auprès des élus. Et nous, c'est promouvoir des gens en interne. L'idée, c'est déjà que nous, les techniciens et que tous les services en interne et que tous les élus, les 54 élus, soient au courant de... Déjà, c'est ça, nous, c'est ça. Après que la société civile, bien sûr, les associations qui sont là comme vous et la CRES est là et l'RT. Mais déjà, nous, l'idée, c'est de travailler en interne et déjà, nous, avoir un niveau de connaissance et que déjà, nous, toute la collectivité soit sensible à l'ESS. Oui, ça, c'est sûr. Là, j'ai ouvert en 2 secondes le fascicule. Il y a quand même 4,5 millions sur la table entre les deux projets, si j'ai vu. Voilà, je pense que c'est déjà des gros montants. Ville de Biarritz, alors on n'a pas. Si, on a la maison de l'ESS et on promouvoit des associations dont certaines sont déjà là.
pas au même niveau tous, mais enfin, je pense on essaie justement de le faire valoir. Alors, peut-être pas en me disant, voilà, enfin, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est de dire que j'ai un budget pour soutenir l'ESS, ce que je n'ai pas aujourd'hui, mais je le fais d'une autre manière, parce on soutient via les associations, via tout voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, j'ai pas un budget en disant, ça, je l'ai orienté ESS. En revanche, maintenant, je sais que je fais de l'ESS en soutenant Tricyclope, en soutenant les jardins biodiversité, en soutenant, enfin, voilà, il y a tellement de sujets derrière qui sont entremêlés et le SS c'est quand même, vous savez, c'est assez vaste. Donc bah voilà, mais je pense qu'on le fait déjà. Enfin, même ceux qui ne savent pas que c'est de l'ESS le font déjà. C'est-à-dire que enfin, soutenir une AMAP ou soutenir je sais pas, un terrain où on plante des tomates, Un festival. oui, l'Orama demain, enfin l'Orama, là on parle aussi de SS, c'est ce week-end d'ailleurs si jamais vous voulez venir. Euh, mais c'est des choses qui sont voilà, c'est en filigrane pour certains, mais ça existe quoi. Enfin, donc vous vous occupez effectivement de faire connaître le SS et j'en suis très content. Mais que ce soit en plus sur une partie sur le territoire de Biarritz, donc ça c'est très bien. Maintenant je pense que les collectivités se sont emparées du sujet. Enfin, faire des tiers-lieux et supporter des tiers-lieux, je pense qu'on en parlait il y a 10 ans, on se faisait prendre pour des fous. Enfin, voilà, c'était, en tant que politique publique, ça n'existait pas. Enfin, moi, j'ai jamais vu. J'ai des tiers-lieux en plus de 10 ans quand même. Enfin, oui, non, mais d'accord, mais supporté par des collectivités publiques, je suis pas sûr. Ah, je suis pas certain. C'est vers 2011, les tiers-lieux. Quelques communes. Ouais, voilà. Quelques-uns, mais pas de façon systématique. Voilà, là aujourd'hui, voilà, c'est rentré dans les mœurs. On parle de tiers-lieux, on sait ce que ça a comme impact derrière économique, on sait ce que ça crée comme tissu social et économique aussi. Enfin, donc là, je pense que les temps changent pour plein de sujets comme ça. Alors, moi, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure et qui me paraît effectivement frappé du bon sens quand tu disais que demain, on en a forcément besoin. C'est-à-dire qu'on va dans une économie qui va être de plus en plus dans ce besoin de se recentrer sur nos territoires, ce besoin d'être solidaire, etc. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas du sens à avoir un comité, pas un comité des sages comme on dit en Afrique, mais quelque chose comme ça, c'est-à-dire d'essayer de voir si parmi les acteurs qui, et tu le sais, tu en fais partie aussi, des acteurs qui sont impliqués dans cette vie depuis des années, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir de temps en temps, de façon annuelle par exemple, une réunion des acteurs, mais pas comme ça, une réunion de travail des acteurs, tu vois, enfin une réunion qui nous permettrait de poser, parce que ça serait de façon assez régulière, de dire, bah voilà, là, il y a ça qu'il faudrait aujourd'hui travailler parce que, ben, je n'en sais rien aujourd'hui, tu vois, mais parce qu'on est en train de construire le monde de demain, moi je suis convaincue que le monde de demain, c'est un monde différent sur un plan de capitalisme tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Je pense que ça doit et ça va changer, et je suis convaincue que les jeunes sont en train de s'emparer d'un autre regard, et ça serait peut-être intéressant, enfin je ne sais pas comment vous le verriez, le fait de se dire bah, travaillons ensemble avec les gens, parce que des fois les élus et les techniciens, tu le disais tout à l'heure, les techniciens ils sont un peu hors sol parfois, ils n'ont jamais vu ce que c'était qu'une coopérative, et enfin, ils n'ont jamais été dedans. Toi plus parce que c'est du terrain, mais les élus, parfois, vous pouvez aussi, à un moment donné, vous distraire, parce que pris par les... Bon. Est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir un comité des sages? Je vais appeler ça comme ça, mais c'est pas, je plaisante en disant comité des sages, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, moi, pour ma partie, je pense que ce sera qu'une infime partie de ce qu'est l'aglo, puisque ce que je disais tout à l'heure, on est à la première phase de la feuille de route qui est dans une porte d'entrée économie, mais on espère bien, mais les mandats, 6 ans, ça peut paraître très long, mais un mandat, ça passe très vite. Très court. Et sachant que l'objectif, ce sera de faire une feuille de route globale et transversale sur l'ensemble des 21 politiques publiques. Donc, c'est vrai que en faisant un comité des sages, c'est dommage de ne pas y inclure et la culture et la mobilité. Bien sûr, quand je dis ça, c'est justement des 21 points. Non, mais justement. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas m'engager pour tous mes collègues. C'est ça que je veux dire. D'accord. Qui n'ont pas tous la même sensibilité que ceux qui sont... Mais je dis pas non. Ça peut être, je pense que... C'est répondre au même titre qu'on a pu faire les journées du transfrontalier, où étaient présents des gens avec plusieurs compétences et de plusieurs niveaux, que ce soit du département ou comment dirais-je, de l'agglo.
on peut avoir les journées de l'ESS, mais d'une façon très officielle, où effectivement on est là pour travailler ensemble. Et je pense essayer de repérer à la fois ce qui se fait et les besoins qui pourraient émerger, parce que ça, je pense que ça va être l'essentiel du travail de résilience qu'on va avoir à faire. Mais il faut pouvoir le faire de façon commune et pas que, je dirais, pas qu'au niveau des élus et des techniciens, mais bien avec les citoyens. Alors, il faut que tu te présentes parce qu'Amélie a la joie et la gentillesse de nous faire des rediffusions ensuite. Il y a un petit. Et elle met toujours les noms. Donc, est-ce que tu peux te présenter et les fois pour la visio et la fois pour Amélie? Pour les visios, Elisabeth Chariot, moi je suis ici en tant que porteuse de projet avec Pancho pour la structure, donc une structure de recyclage et donc qui s'appelle AIBA. AIBA. Qui est en émergence. Nous avons à peine un an d'existence. Donc... Bravo. Nous sommes la petite fille. La petite fille d'Aïma. Voilà. D'où le BA. C'est le même genre de film, c'est le même genre de projet. Oui, on s'inspire énormément. C'est le BA. Avec un volet culturel et social. Et social, oui. William. Une réaction, William Hamlet. Hein, oui, non, mais ça, une fois que tu l'as dit, c'est bon. Une réaction un peu dans poursuite de ce que disait Guy. Je me demande à l'échange qu'on a tous ensemble, est-ce qu'on est finalement réellement au clair sur les finalités et les objectifs que l'ESS doit concourir à atteindre, en fait. Parce que pour moi, la question d'avoir une économie sociale et solidaire, oui, mais c'est parce que derrière, on a des idées, et je pense que chacun en a dans sa tête, mais est-ce qu'on est entre nous suffisamment collectivement clair sur quels sont les objectifs auxquels l'ESS doit concourir pour justement être peut-être plus au clair sur la manière dont on doit prioriser, définir les actions. J'ai l'impression que, alors ce que je dis, c'est par analogie à la question du développement durable, tant qu'on a dit développement durable, tout le monde était pour, parce que justement, c'était un mot balise dans lequel on mettait tout et n'importe quoi, et qu'on a bien vu qu'il y avait cette évolution. Quand on a commencé à parler de facteur 4, de réduire les gaz à effet de serre, avec les bilans carbone, lorsqu'on a tout de suite quand même eu un sujet où on est un peu plus rentré dans la réalité. Et donc je me dis, cette expérience-là, est-ce qu'on pourrait pas aussi s'organiser pour éviter cet écueil, de se dire très bien, on aura constaté qu'il y a plus d'économie sociale et solidaire. Est-ce que réellement ça a concouru aux objectifs qui sont effectivement d'avoir plus d'activités localement implantées, une meilleure inclusion sociale, des meilleurs effets environnementaux. Et je pense que méthodologiquement, j'ai cette invitation à ce qu'on y réfléchisse ensemble pour éviter de dépenser de l'énergie sur finalement un critère qui pour moi n'en est pas, ça serait dire on a augmenté l'économie sociale et solidaire du territoire. Oui, mais pour quel résultat? Comprenez pourquoi on lui a fait passer l'examen d'entrée avec brio de Kabila quand même. Les chercheurs seraient intéressants à mobiliser. Je veux dire, à titre personnel, en ce moment, je suis en formation à l'EM de Bordeaux et on parle d'économie et on n'a pas parlé une seule fois d'économie sociale et solidaire alors qu'on parle d'un environnement économique global. Et je suis vraiment choquée et interloquée par le fait qu'aujourd'hui, on nous parle d'organismes à but non lucratif, donc il y a des spécialités sur des formations à ce niveau-là, et on ne parle pas, par contre, d'économie sociale et solidaire. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin aussi d'exprimer auprès de ces acteurs et de ces chercheurs qu'il faut former des gens aussi à la base, en fait, ne serait-ce qu'à cette pensée, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on enseigne. Et qu'on est à la marge quand on ose penser à un autre modèle dans une classe au sein d'un lien. Il y a Bernard Dumas qui voulait intervenir. Surtout pas bloquer le débat parce que la question de William est intéressante, mais il me semble déjà le cadre de l'ESUS donne déjà un plafond. Peut-être qu'il faut descendre, mais déjà, je dirais au-dessus de l'ESUS, on peut se dire OSS.
Oui, c'est vrai que Ouais. ESUS, Ouais, c'est ça. alors ESUS, c'est Entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un agrément qui est donné par la préfecture du département, en l'occurrence nous de Pau, et qui permet aux entreprises qui sont, en fait, de par la loi de 2014, pardon, Hamon avait dit, je mets des structures de l'entrepreneuriat classique dans l'ESS. Mais encore fallait-il qu'on ait des éléments qui puissent permettre de dire, je me dis entreprise de l'ESS, mais quels sont les critères qui font que j'ai le droit d'être dans l'entreprise de l'ESS? Et donc, l'un des critères était la lucrativité limitée, bien évidemment la gouvernance pédagogique, gouvernance partagée, pardon, et la troisième chose qui était l'utilité générale ou sociale. Mais par contre, on a rajouté à ça, dans les statuts de la société, par exemple, on ne peut pas dégager, une entreprise de l'ESS n'a pas le droit de prendre plus de 50% du bénéfice à son profit. Donc, à l'inverse d'une entreprise classique et à l'inverse de l'ESS qui ne peut pas faire qui ne peut pas répartir le résultat, une entreprise de l'ESS a le droit de le faire à hauteur de 50%. L'entreprise de l'ESS n'a pas le droit, entreprise, hein, on n'est pas dans la structure coopérative, on n'est pas dans l'assaut, hein, c'est vraiment l'entrepreneuriat pur et dur. T'es perdu? Ça fait trop. Ah pardon, excuse-moi alors. Non, C'était juste la finalité, c'est quoi? Ça sert à quoi? Eh bien, ça permet à une entreprise du secteur classique de dire, moi, je suis dans l'ESS et je m'impose un certain nombre de règles. Okay. Par exemple, je ne peux pas, moi, patron de l'entreprise, avoir plus de 7 fois le salaire du plus petit. Okay. D'accord? De façon à dire, voilà, il y a une certaine éthique et cet ESUS est contrôlé par tous les 5 ans, pardon, tous les 5 ans par la préfecture. Donc on peut pas non plus faire de l'ESS greenwashing. Enfin, c'est pas possible. Donc on peut faire du bashing, mais pas du washing. Un peu quand même. Un peu quand même, bien sûr. Il y aura toujours moyen. Et quand tu es labellisé ESUS, quand tu as agrément ESUS, si je verse de l'argent dans ton entreprise ESUS, j'ai droit à 25% de crédit d'impôt. Alors que si j'en mets dans une entreprise classique, j'ai pas le droit à une remise d'impôt. Est-ce que je me suis permis? Peut-être que non, mais c'était très bien. Mais Pardon. Vas-y. Je préfère une entreprise de ESS qu'une entreprise RSE aujourd'hui, hein, si jamais vous voulez avoir le choix. Une entreprise RSE, ils peuvent le mettre n'importe où et dans n'importe quelle petite case. Une entreprise de ESS, il y a quand même une structure derrière, enfin voilà, qui cadre le sujet, quoi. Et puis économiquement, on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux qu'une entreprise qui fait du RSE, quoi. Donc, et je ne critique pas que toutes les entreprises qui font des RSE, hein. Là, c'est juste qu'entre les deux, je pense qu'effectivement, une entreprise de ESS, c'est plus dans le côté social, solidaire et une vraie démarche. Alors, effectivement, tu as raison, Sigrid, comme toute mesure, il y a toujours des gens gentiment pour la tourner. Mais c'est la fenêtre s'ouvre ou quoi? Là, c'est le volet. Ah, c'est les volets. Ah, le vent est. C'est pour ça que je me retourne. Tout à l'heure, je faisais prendre la fenêtre, je regarde. Là, c'est le volet. Petite remarque visio. Je te promets qu'on n'a pas essayé de. C'est moi qui m'en Ah, pardon, il y a une remarque en visio, excusez-moi. Remarque 2. Oui, bonjour, c'est Kitri qui parle. Je voulais juste vous demander, les élus, merci d'être là déjà. Et en fait, ce qui semble intéressant, ce serait que chacun, vous nous fournissiez votre feuille de route pour qu'on puisse aussi la nourrir vos objectifs et vice-versa. Et c'est vrai que Kabia, pour moi, est un acteur essentiel pour mettre en lien tout ça. Mais en premier lieu, moi, j'ai un peu du mal avec qu'est-ce qui est région, département, agglomération, voilà, tout ça. Si j'ai, OK, la région, c'est ça, sa feuille de route, c'est vraiment ça, ses objectifs, je peux aussi, du coup, dire ce que je peux apporter par rapport à vos objectifs et les nourrir et vice-versa. Voilà. On peut transmettre de toute façon vos 2 feuilles de route, puisque tu disais que tu n'en avais pas réellement. Donc, en fait, elle est en préparation aussi dans le cadre du comité la écologique. mienne, il faut la réactualiser parce qu'il y a des informations qu'il faut retirer. Ben, si vous voulez nous transmettre, alors toi tu l'as, on va la transmettre sur un plan papier, mais on l'a également sur un plan numérique. Moi je la transmettrai. Alors pour la partie aglo, il y a un QR code, hein. Tu peux transmettre le QR code. Oui, mais là pour la visio, ça va être compliqué. Je vais leur envoyer par mail. Devant la caméra, tu crois? Non, mais après tu as le lien aussi. Je leur ai envoyé, moi. On a le. Enfin, voilà, il y a tout, hein, c'est assez facile. J'ai fait Amélie l'a fait, oh là là, extraordinaire. Moi, au niveau du département, notre feuille de route à nous, on a pas eu la même démarche, on n'a pas fait de présentation. Nous, on est resté vraiment au niveau du département.
Donc, je vais voir avec la technicienne pour qu'elle rédige peut-être un support qui va être adapté et qui va être peut-être vraiment approprié à cette question. D'accord. Je vais voir avec la technicienne qu'il est possible de faire, parce que là, il y a des choses à modifier. D'accord. Elle Dès qu'on l'aura, pour répondre à Kitry, on transmettra à toutes les personnes qui sont présentes en visio ici. Les deux, pour l'agglo, c'est fait. Et celle de la région, c'est plus compliqué. Je vais essayer, mais je vous garde. Après, excusez-moi, vu que vous êtes là, c'est super parce qu'on a un vrai lien. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir, vous, personnellement, quel est aussi votre objectif, parce que je peux aussi le nourrir de cette façon, puisqu'on a commencé à faire un lien ensemble, vous voyez? Voilà. Et alors, moi qui n'ai pas de feuille de route, je suis assez, c'est l'électron libre de la c'est exactement ça. On est pas loin de l'idée, parce que dans le sens où voilà, on a soutenu par exemple Tricyclope, on a soutenu une autre association. Aujourd'hui, ça s'est fait un peu à vue et j'ai trouvé ça dommage. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire les assises, enfin on les a faites d'ailleurs, les assises de l'environnement, qui sont aussi pour moi une partie ESS. Enfin, dans le sens où si je parle de ESS on va dire à l'immense majorité de la majorité, je rentre dans une nébuleuse pour eux qui n'est pas claire. Tout le monde ne comprend pas. On n'a pas pris conscience en tout cas. Donc du coup, j'ai préféré partir sur l'environnement parce que ça, tout le monde m'a identifié, c'est bon, je fais de l'environnement. Et à partir de maintenant, l'idée, c'est de faire une stratégie de développement, un plan environnement ou un plan développement durable, je sais pas comment on va l'appeler, peu importe, jusqu'à 2030. Ça inclura évidemment le SS. Parce que pour moi, c'est intimement lié et parfaitement complémentaire. Là, j'aurai une feuille de route sur les 3 prochaines années, j'espère. Normalement, on va finir avant fin juin 2024. Donc ça me laisse encore 2 ans pour essayer de faire 2-3 trucs. Et après, d'avoir une feuille de route sur ce que devraient être les objectifs à atteindre en termes d'environnement et de SS. Donc là, mais pour l'instant, c'était très au compte-gouttes. J'ai été hyper opportuniste sur des gens qui sont venus me voir. Il y a plein de gens qui sont venus me voir. J'essaye, je sais pas si j'ai réussi à être ultra disponible pour tous les gens qui viennent me voir. Qui me proposent des projets, mais il n'y avait pas de structure derrière, il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de feuille de route, il n'y avait pas de ligne de conduite. Et après, il fallait me battre point par point pour chacun de ces projets-là. J'ai essayé de faire un lieu où il y avait 5 ou 6, je sais plus, associations dans un même lieu. Ça n'a pas vu le jour. Mais bon, voilà, ça fait partie des projets qui auraient pu voir le jour et j'aurais eu une feuille de route où j'aurais pu expliquer à mes collègues quelle était la feuille de route. Je pense que j'aurais eu plus de réussite dans ces projets-là, quoi. C'est un peu là, j'en suis là du travail. C'est là que Kabia a tout son rôle, justement. Et j'en suis complètement persuadé. Ce soir, c'est la pub, hein. Merci. Alors là, c'est vraiment merci, mais c'était pas attendu. Et dans la feuille de route là de l'agglo, j'ai lu qu'il y avait un labo d'innovation sociale, Gaidolab. Je sais pas ce que c'est. C'est juste qu'on a souhaité mettre en lumière certains porteurs de projets qui sont présents sur le territoire pour justement pouvoir un peu. Alors, Gaïdoulab, il est là-dedans? Non, il n'est pas là. Il a été lauréat d'un appel à projet. C'est de là que vous l'avez vu, non? Non, enfin, on parlait je ne sais pas si c'est le nom de ça, oui, d'un labo d'innovation sociale. C'est peut-être non, parce que moi j'avais transmis la partie que Jessica nous avait envoyée. Ah, d'accord. C'est juste un portrait d'acteur qui est présent sur le territoire, parce qu'en fait, on a souhaité illustrer ce qu'était le SS dans différents domaines. Donc, on a parlé d'AIMA, on a parlé d'Alki, on a parlé de... Voilà. Et donc, Gaïdolab, c'est pareil, ils font de... Et qu'est-ce qu'ils font? L'innovation sociale, ça veut dire quoi? Ils mettent en place des logiciels avec un peu d'intelligence artificielle au profit de populations qui intègreraient le territoire français, qui auraient des problèmes pour s'exprimer en fait sur la langue. Ah oui, oui. C'est bien dit, vous connaissez, non? Ah oui, c'est ça. Et vous parlez aussi de la manufacture Pays Basque créée en 2022, qui est celle alors qui veut faire émerger des projets dans le domaine de l'économie circulaire. Vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette manufacture? Je peux en dire un peu plus, mais comme Sigrid est partie prenante dans ce projet, je pense que et qu'on est là, ça aurait été peut-être plus intéressant que ce soit elle-même qui présente le projet.
Ah oui. Si on l'attend 2 minutes, sinon Oui, je d'accord. peux vous expliquer, mais c'est l'Agence nationale des territoires qui finance en fait cette fabrique, la manufacture du Pays Basque, qui réunit plusieurs acteurs et qui vont travailler sur la mutualisation des ressources et notamment sur des machines. Donc on a plusieurs acteurs, on a Fab Lab d'Asparin, on a AIMA, on a Dema Création, on a Ressac, et donc ils travaillent ensemble à porter un projet mutualisé. Super. C'est intéressant. Et donc, on les soutient, pardon, juste, on les soutient dans l'ingénierie, puisqu'on a une technicienne, Jessica Etcheverry, qui est spécialisée dans l'ESS à la communauté d'agglo et qui les a aidés à porter le projet, à porter le dossier, et qui a passé beaucoup d'heures avec eux pour l'essence de ce collectif. Alors, ils vont travailler ensemble pour créer, enfin, pour voir les synergies et qu'est-ce qu'ils pourraient proposer et mutualiser. On va attendre. Je ne sais pas si vous connaissez le projet, ça peut pas non. Peut-être qu'elle vous en dira 2 mots peut-être tout à l'heure. Oui. Et moi, la question que je voulais poser aussi, c'est qu'on parle beaucoup d'un pôle territorial de l'ESS. Un pôle pôle territorial, un pôle économique circulaire. Un pôle de l'ESS à Bayonne. Place, ah oui, alors place des Gascons. Alors, voilà, tout le monde en parle et on ne sait toujours pas ce que c'est. Enfin, moi je sais un peu ce que c'est, mais alors c'est un sujet quand même qui voilà, ils sont alors il y a le bâtiment, le bâtiment, la structure, le lieu, tout ça a été pensé. Ensuite après il y a un travail qui est en train de se faire. Puisque moi j'ai été invitée au titre du département par rapport à ma délégation, j'ai participé à une première réunion. Voilà, c'est quelque chose qui est envisagé. Mais Maïtena, peut-être que tu peux dire un peu plus. Mais moi, j'ai cru comprendre que pour l'instant, la structure était choisie, les acteurs à l'intérieur. Ils sont choisis. Il y a Haute-Chocop, une cuisine partagée et, social web. Le collectif Alors, social web. juste, il faut refaire. Je vais refaire l'historique en fait. Il y a un historique à faire quand même. C'est assez vieux ça. Mais voilà. Peut-être pas le bon nom. Et voilà, ça a été énoncé. Pôle ESS. C'est parce qu'on nous parle de pôle ESS et que chacun. Vas-y alors. Pardon, Maïtena. Ça date de la loi ANRU et de la requalification de la zone des parcs d'immeubles de la ZUP, qui, vous savez, il y avait eu un choix dans les années, je ne sais plus, où on devait ou détruire ou conserver. Et si on conservait, la contrepartie pour conserver en l'état et réhabiliter, c'était la création d'un pôle ESS. Je crois que ça date de là. Ah, d'accord. Et donc, en fait, ce projet, il a des années et des années. Et en fait, le GIP-DSU, qui œuvre beaucoup dans ces quartiers prioritaires, ont identifié des acteurs qui aujourd'hui qui manquaient de liens et qui avaient besoin d'un pôle un peu référence pour rassembler tout ça. Et donc, il a été décidé de créer ce qu'ils ont appelé le pôle ESS. Moi, quand je suis arrivée, on me l'a présenté, donc ça date déjà d'avant. Et donc, en fait, ce pôle ESS, mais qui traîne dans la réalisation, va regrouper 3 acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui est Haute-Chocop, qui est le collectif social web, qui est la cuisine partagée, puisque je crois que c'est 80% des entreprises qui sont créées sur ce quartier-là sont dans la cuisine. Donc, il leur fallait un lieu pour respecter à la fois le sanitaire et puis pour pouvoir développer leur activité. Et avec tout ça, ça permettra de requalifier la place des Gascons en détruisant la médiathèque. Et la médiathèque sera également inclue dans ce bâtiment. D'accord. Voilà. C'est un très beau projet, mais ils sont en train de travailler dessus. Mais par contre, la dimension... Non, parce qu'il y a des gens qui demandent pourquoi une maison de l'ESS alors qu'il y a un pôle ESS à Bayonne. Et je dis, le pôle ESS à Bayonne, pour l'instant, il n'existe pas. C'est pour ça que je me disais peut-être que j'ai raté quelque chose. Du coup, il y a une maison de l'ESS à Bayonne qui se crée, ce qui effectivement ferait que Cabilla n'aurait plus de sens. La maison de l'habitat, ça oui. Mais après, mais pour terminer, c'est que je pense que la terminologie pôle ESS telle qu'elle a été définie il y a quelques années, l'ESS a énormément évolué ces dernières années avec la légitimité et puis le rôle qu'elle a joué. Peut-être que voilà, c'est le nom qui lui avait été donné, qui est pas forcément qui est plus d'actualité beaucoup aujourd'hui. Donc peut-être qu'on va se re-questionner sur ce pôle, puisque est-ce que le GIP-DSU va pouvoir aussi continuer cette animation sociale de ce quartier via peut-être les bureaux qui sont là-bas vont peut-être, enfin voilà, on ne sait pas trop. D'accord, ok. Mais voilà, c'est encore en un peu
D'accord. la topo. Et une deuxième question, et après on va peut-être Après, on demander à revient sur la Sigrid, manufacture. voilà, on va demander à Sigrid, mais la deuxième question, c'est la première ambition, c'est et ça c'est quelque chose qu'on s'est posé comme question, la première ambition de l'aglo, c'est dans ta feuille de route, c'est de créer un observatoire local. Est-ce que c'est quelque chose qui va être créé par l'aglo, auquel cas nous, il faut qu'on arrête notre travail, parce que c'est pas la peine, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut construire, qu'on peut co-construire? Alors, bon, on avait eu Oui, déjà oui, des je sais, échanges pour sur, savoir si on peut sur reprendre un peu l'observatoire de, ouais. et donc encourager alors c'est encourager la création d'un observatoire local de l'ESS. Déjà, on part d'une feuille blanche plus ou moins, donc on va déjà récolter toutes les données, tout ce qui est CRES, tout ce qui est open data, parce qu'on a déjà pas mal de sources d'informations au niveau de l'agglo. Et là, on est sur le premier niveau qu'on va mettre en œuvre. Pour le moment, il est celui-là. D'accord. Voilà. Mais la feuille n'est pas tout à fait blanche parce que vous avez déjà pas mal d'informations, non? Mais au niveau de l'aglo, elle l'est. Je parle au niveau de l'agglo. Que nous, aujourd'hui, Nous, on en a, on n'a pas récolté les données encore. C'est ça que Il y a je combien d'adhérents à la maison de l'ESS? Alors aujourd'hui, à jour de leur cotisation, il y en a que 70 ou à peu près. On n'a pas beaucoup parce que c'est toujours le même problème. Hein, voilà. On a été jusqu'à 160, mais le problème c'est qu'on a peu avec notre système de bénévolat, si tu veux. Effectivement, on fait pas une campagne tu vois, il y a plein de gens qui sont pas à jour de leur cotisation. Tu vois, et à chaque fois, quand on leur dit ah zut, c'est vrai, j'ai oublié, tu vois, bon, donc j'ai envie de dire, on est aux environs d'une centaine, 120. Mais vous en connaissez 160 acteurs de Ah oui, l'ESS? largement. Oui, largement. Oui. Rien que dans le Pays Basque ou aussi dans le Rien que dans le Pays Béarn? Basque. Rien que dans le Pays Basque. On en connaît aussi dans le Béarn et on travaille aussi avec Ciel, par exemple, mais on en connaît, on en connaît plus dans le Pays Basque. Et tu sais qu'on travaille aussi avec des structures parisiennes qui viennent épauler le Pays Basque et ils ont fait un super bouquin. Je sais pas si tu me l'as ramené. Non, voilà. Enfin, bon, je vous le ferai passer parce que par contre le Pays Basque a été mis dans ce bouquin du réseau des entreprises citoyennes et je trouve ça chouette que il y ait que le Pays Basque rayonne aussi au-delà de nos frontières. C'est des entreprises comme Aima, comme la ferme du Aldia, comme Ciel, qui ont été pris, qui sont aidés. Alors là, tu peux en parler plus facilement. Et il y a une question qui t'est posée directement par Chantal. Oui, on attendait que tu reviennes pour pouvoir nous répondre. J'ai fait un petit brief sur la manufacture Pays Basque, mais je trouvais que tu étais plus à même de nous dire en quoi ça consistait. J'ai défini les contours en expliquant que c'était la NCT qui finançait un regroupement d'acteurs qui allaient réfléchir à comment mutualiser des moyens pour faire émerger des sujets d'économie circulaire. Je sais pas si des exemples concrets, quoi, le genre de choses que vous pouvez faire. Par rapport à la manufacture du Pays Basque, en fait, c'était un doux rêve merveilleux de faire une manufacture de Pays Basque sans local dédié, avec en réunissant des acteurs du monde de l'entreprise de l'ESS et du monde des associations de l'ESS. Et il y avait au départ huit associations ou entreprises de l'ESS qui se sont réunies, qui ont fait un cercle d'ancrage. Et en fait, ça a été assez compliqué à mettre en œuvre de développer des actions en commun, des actions de formation, des actions d'upcycling et de recyclage. Donc, il y avait Resac, que vous connaissez, hein. Et en fait, il y avait un Fab Lab, le Fab Lab de Asparin. Et en fait, petit à petit, on est arrivé au constat que c'était très compliqué à fonctionner. Et aujourd'hui, nous-mêmes, depuis juillet, on a pris du recul par rapport à ça. On a quitté le cercle d'ancrage et d'autres acteurs ont quitté. Ils ne sont plus que deux. Et là, on a le rendez-vous avec la NCT et le SGAR pour faire le bilan des actions. Et force est de constater que, en fait, c'était un doux rêve qu'une manufacture, un tiers-lieu sans lieu, c'était impossible à vivre parce que tous les acteurs, ils sont débordés. Et passer une journée par mois à essayer de construire quelque chose et de se structurer, ben, finalement, on arrive à ce que ce soit quand même un échec et qu'il faut rebondir et on revient
aujourd'hui, ce qu'on va proposer dans la deuxième phase, c'est on va revenir sur trouver un lieu partagé avec les acteurs qui peuvent travailler ensemble parce que voilà, il y a la maison de l'ESS ici, on sait qu'on peut venir y travailler et trouver des ressources. Alors que s'il n'y a pas de lieu, eh bien, et tout le monde est débordé en plus, eh bien, c'était hyper compliqué de construire et de structurer quelque chose de cohérent. Du coup, là, eh bien, on a la visio qui était prévue hier et qui est reportée à peut-être jeudi ou la semaine prochaine. Et on doit faire le bilan et faire une proposition concrète. Du coup, on va rechercher un local. Encore une fois. Mais il y a un budget pour ça. Du coup, il y aurait un budget de la NCT où on proposerait qu'il y ait des grands hangars sur le Pays Basque. Avec donc c'est Jessica Etcheverry de l'Aglo qui travaille et accompagne ce projet, soutient ce projet. Et donc là, l'idée, on dit qu'il n'y a pas de locaux, mais en fait il y a des locaux, mais ils sont chers. Voilà. Donc là, s'il y a un budget qui permet d'accueillir des porteurs de projets comme Aïba et d'autres acteurs du territoire qui sont soutenus d'ailleurs par le conseil départemental, qui ont des belles idées. Ben voilà, et du coup, on est dans cette phase un tournant où on va aussi proposer à la NCT, si vous nous faites plus confiance, parce que force est de constater que l'expérience n'a pas été très heureuse, hein, mais il y a quand même des acteurs du territoire qui en ont besoin d'un lieu comme ça, et que ce budget-là, s'ils nous font confiance pour qu'on puisse se remobiliser, et partager des outils, mutualiser des locaux et que les acteurs ils puissent se développer. Voilà, les bouchons bleus, enfin, il y a plein d'acteurs qui émergent et qui sont très... Oui, mais nous, on est dans cette problématique. On est 4 actuellement structures à avoir lancé un groupe. Enfin, si on peut être là, il y a des gens qui viennent nous voir, nous disant, ah ben nous aussi. Enfin, je pense qu'on est une bonne quinzaine, vingtaine, rien que là, de structures identifiées qui sont à la recherche de locaux. Donc, il faut chercher il y en a qui arrivent à... 3000 mètres carrés, hein, je vous dis, sur le territoire de Ce qui est dommage, Carreau c'est qu'à beaucoup, il y en a. Et moi, à chaque fois, on se pose la question, est-ce que tu crois qu'on pourrait savoir, tu sais, lorsqu'on va vers le port de Boucau en venant de Bayonne, à droite, là, il y a toute une zone avec des bâtiments qui sont abandonnés. Et moi, on m'a dit que c'était la région, mais c'est à la région. C'est le port, ça appartient au port. Et on peut pas essayer Ça parce que appartient pas à la région, c'est encore des terrains privés, ça appartient à des industriels. et on pourrait pas il y a des essayer problématiques très très lourdes de pollution des sols. de pollution, etc. La partie avec des points radioactifs et l'autre c'est avec de la créosote et avec des hydrocarbures. Sinon, c'est Je sympathique. retire ma question. Il y a un gros travail. Merci, non. Celsa. Non, parce que des fois, tu vois des zones entières qui sont abandonnées et on se dit, mais pourquoi ne pas nous les laisser comme l'a fait la Cité Fertile, qui dit, ben, pendant 2 ans ou pendant 3 ans, on n'en a pas besoin parce qu'on a décidé de faire. Bon, alors effectivement, s'il y a du bazar sur les sols, qu'est-ce que c'est ces industriels qui foutent le bordel? Ce que j'ai tenté de faire dans les hangars qui sont juste derrière la Tabale, Oui. il y en a 2 a priori, alors ça fait pas 3000 mètres carrés. On est plutôt sur déjà si on est sur du 400 ou du 500. Ah, c'est pas assez. Mais voilà, après, Tous les acteurs ont besoin de ça, minimum. le gros changement qu'il y a eu, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une restructuration des services qui s'est opérée et j'ai gardé ça en tête et il y a de fortes chances que je représente le projet un jour. Voilà. Je ne promets rien. Ouais, parce que des projets à plus de 1000 euros mètre carré, il y en a. Hein. La difficulté, c'est quand on fait l'urbanisme transitoire, ce que tu évoques là sur une occupation temporaire, c'est que ça veut dire que derrière quand même il y a une échéance de fin et que derrière la structure il faut qu'elle soit en capacité de payer un prix libre qui est exorbitant au Pays Basque et qui est dans une fragilité sur de l'ESS. Donc ça veut dire que derrière on met à disposition un loyer à prix modéré qui est un vrai tremplin pour les structures et derrière au bout de 3 ans c'est le coup de bambou et ça c'est très compliqué nous en tant qu'élus de pouvoir s'engager. Enfin moi je l'ai
eu fait sur 2-3 acteurs, mais derrière, c'est, voilà, je voulais montrer, bon, il y aura des exemples qui sont concluants et on peut citer la recyclerie locale à Garassi. On a mis à disposition un local qui appartenait à la communauté d'agglo. C'est pas chose facile parce que on n'a pas une adhésion folle pour des choses comme ça. On l'a mis à disposition pendant 2 ans et là, ils ont trouvé un local, ils vont être en capacité pour financer, pour payer un loyer. Donc, on a octroyé les 6 mois à la fin de l'année quand même, histoire d'eux. Et en janvier, ils vont être autonomes. Bon, l'autre exemple, c'est Pachama. Pachama, aujourd'hui, on leur a mis 2 ans de loyer à disposition. Là, on est sur un prix très, très modéré sur la 3e année. Mais il y a un moment donné, voilà, il passe en cycle. Voilà, on est sur plein. On est sur, tout à l'heure, on parlait d'innovation sociale. Il y a une acculturation de qu'est-ce que la déconstruction. Il faut aller voir les bailleurs sociaux. Il faut trouver les garanties décennales pour les nouveaux matériaux et tout. Donc, on comprend qu'ils aient besoin. Mais après, derrière, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que quand ils auront, et c'est des activités il faut 1000 mètres carrés, on va dire. Et quand on se retrouve à 8-10 euros le mètre carré, ben, c'est des structures qui n'ont pas la capacité. Donc, et c'est toujours la difficulté parce que souvent, là, tu dis la mise à disposition, c'est souvent des friches industrielles. Et une fois que tu as installé un acteur sur un territoire d'une friche industrielle, donc qui est forcément sur la côte, après, si on veut retrouver des loyers qui sont plus en adéquation avec les modèles économiques, c'est sur l'intérieur. Mais le marché, on l'a créé sur la côte et on repart pas 25 km à l'intérieur. Donc, il y a une vraie problématique. Enfin, moi, je sais que c'est un sujet sur lequel j'essaye de travailler. Mais c'est assez compliqué. On a moins de complications quand on est à l'intérieur des terres où on a déjà des loyers qui sont un peu modérés. Et quoique je parle de l'intérieur des terres, mais je crois que Aïba est bien placée pour dire que même sur Hérobi, où on est quand même dans ce qu'on appelle l'entrecôte, on arrive sur Tollery du Sud-Ouest ou des choses comme ça. On est surtout sur des loyers. Voilà. À l'intérieur, Henri, tu peux pas parler du projet d'Ichiasso, là, qui est très intéressant. Le projet d'Ichiasso, là, de cette maison, là, qui va être, tu sais, Francis suit ça. Oui, il y a une grande maison, non, tu vois pas ce que c'est? Henri, il veut bien parler. Il en parle de temps en temps, là, Francis. C'est un grand projet. Je suis désolée, on va, malheureusement, Chantal, malheureusement, il est 20h. La deuxième partie vient de prendre fin et la troisième partie va commencer. Mais juste avant, voilà. Alors attendez, juste une précision. C'est 60 de l'exemple. Les 60 sont des entreprises ou bénévoles. Combien de porteurs de projets? Sur les adhérents de Cabia. Alors ça, je pourrais le dire précisément, mais là, je l'ai pas en tête. Il y a pas mal de porteurs de projets qui rejoignent Cabia et pas forcément qui n'adhèrent pas forcément parce qu'un porteur de projet, souvent, n'a pas les moyens. Et donc, récemment, je disais et je redis que toute personne qui veut adhérer à Cabia n'est pas obligée de verser les 20 euros, mais qu'il peut y avoir des budgets à prix réduit, entre guillemets, parce que l'objectif, c'est d'être là à l'écoute, surtout à l'écoute. Parce que très souvent, ensuite, Cabia envoie vers les structures d'accompagnement. Mais ce dont on se rend compte, c'est que, et récemment, on en discutait avec des gens qui sont présents ce soir, c'est tout bête, mais c'est d'écouter et de donner déjà quelques pistes de personnes à contacter pour aller plus loin. Ou des fois d'aller dans des structures telles Anderenaya, telles le Tuba Essai, etc., pour avancer. Mais souvent, la première porte, c'est la plus difficile à pousser et c'est effectivement, nous, la porte, elle est ouverte, donc c'est plus facile. Et on est là, enfin, je veux dire, moi, mon téléphone, tout le monde le connaît. Donc, voilà, en 3 minutes. Alors, on peut difficilement dire parce que très souvent, les personnes, on les voit là, j'ai encore 2 tiers-lieux qui m'ont contacté. Et qu'est-ce que je vais faire? Il y a un tiers-lieu culturel qui veut se créer et un autre tiers-lieu qui veut se créer. Je les mets en lien. On va faire une réunion ici avec Sophie Jadin, qui est l'animatrice des tiers-lieux, et on va se mettre autour de la table, et Cabia se retire tout de suite. Enfin, nous, on est là que pour faire ce que disait tout à l'heure William, on fait le lien. Et donc, c'est difficile de dire, nous, on les a pas en porteurs de projet, parce qu'on n'est pas censé les accompagner. Nous, on est là pour être le tremplin, on est le facilitateur, et on est la boîte à outils. Moi, je dis toujours, Cabia est une boîte à outils. Quand les gens rentrent ici, ils trouvent la réponse, pas forcément la réponse définitive, mais des noms de personnes, des mises en relation qui vont permettre d'avancer plus vite. Parce que souvent, on ne sait pas, par exemple, CAPAM ou l'ADI ou toutes les aides possibles, on ne les connaît pas forcément. Donc, c'est un peu donc, je ne peux pas répondre à la question précisément, mais
Je pourrais le faire si je prends le soin de noter toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Mais par contre, c'est fabuleux. On se rend compte. Alors là, par contre, pour le coup, on voit, et ce qu'on disait depuis tout à l'heure et ce que disait Chantal, on voit la force de notre territoire dans les projets, dans l'innovation. C'est incroyable. La chance que l'on a d'avoir un territoire, tu parlais de résilience, mais c'est un territoire qui est fabuleux sur ce thème, quoi. Alors, on va clore pour passer au troisième qui est le pot de l'amitié. Mais avant ça, je voulais remercier vraiment vivement nos trois invités. Et puis, je vous proposer de revenir pour le deuxième volume de questions. Merci à tous ceux qui étaient dans la salle virtuelle. Et désolé parce que là, maintenant, on va faire sauter les bouchons. Et eux, ils sont vertueux et nous, on est virtuels. Merci, Kitri. Merci. Merci, Myriam. Merci. Sigrid. Merci, Martine. Merci, Sigrid. Merci, Paul. Merci à vous tous et bonne soirée.